Cet hebdo, édition du dimanche 18 août, 19 août 2018. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Élection présidentielle, le Conseil constitutionnel rejette les 12 recours introduits par les candidats recalés par le Conseil électoral d'élections Cameroun. Rejet qu'il confirme, ils seront 9 à s'affronter le 7 octobre prochain. On en parle dans un instant. Et puis, crise anglophone, l'élite du Sud-Ouest accuse celle du Nord-Ouest d'importer la guerre sur son territoire. Réunis le week-end dernier à Yaoundé, ces hommes ont rejeté la radicalisation de la crise sur le Nord-Ouest. Et au sorti de là, ils ont réaffirmé leur position en faveur d'un Cameroun uni et indivisible. Quel peut être l'impact d'une telle sortie sur la crise? On en parle. Et pour sortir de l'émission, on reviendra sur ce sujet de la semaine dernière. Ces anciens collaborateurs du chef de l'État qui rompent le silence, Marafa Amidou Yaya, Urbain Olanguena Aono, Titus Edouard Atangana Mebara sont quelques exemples de personnes qui, à travers leur écrit, critiquent vertement aujourd'hui le pouvoir qu'ils ont pourtant servi à un moment donné. Pourquoi choisissent-ils de rompre le silence? On en parle avec Denis Kwebo. Vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. J'ai envie de vous demander quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? La disparition de Kofi Annan, qui a été présentée par une partie de l'opinion comme étant un très grand homme qui a participé à donner une meilleure image des Nations Unies. Opinion que je ne partage pas du tout, parce que les Africains, notamment, ont une culture du suivisme. Et le plus facile, c'est de dire que parce qu'on a la peau noire, on a bien travaillé là où on a été. Donc le seul mérite que beaucoup trouvent à Kofi Annan, c'est en réalité parce qu'on dit qu'il est africain. Nous avons rencontré à une époque un noir américain qui était commandant des forces américaines pour l'Afrique. Et nous lui demandions à l'époque pourquoi est-ce que les Américains, les Afro-Américains n'aident pas les Africains à cultiver la cohésion. Sa réponse était de savoir si les Africains noirs entre eux déjà travaillaient à cette cohésion. Et si vous, les Noirs d'Afrique, vous ne pouvez pas travailler pour votre propre cohésion, pourquoi vous voulez venir chercher les Afro-Américains pour le faire? Donc on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a été un très bon secrétaire général des Nations Unies, alors qu'on sait tout ce qu'il y a eu comme décision controversée des Nations Unies sous sa direction, juste parce que c'est un Africain. Il ne faut pas accorder ce chèque en blanc. Pourquoi est-ce que nous sommes généralement critiques vis-à-vis de nos chefs d'État qui sont des Noirs? Est-ce que si c'était des Blancs, on aurait dit le contraire? Il faut pas. Quand Obama est venu au pouvoir aux États-Unis, tout le monde a dit qu'un Africain est devenu président des États-Unis. Il fallait que tous les Africains le soutiennent. Et on connaît le bilan d'Obama à la tête des États-Unis. Il faut en finir avec les arguments de faciès ou de surface pour aller vraiment au fond des choses. Ça, c'était une opinion personnelle, mais je sais que l'hypocrisie collective voudrait qu'à chaque deuil, tout le monde dise du bien. Merci Denis Kwebo d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Hilaire Zipan, conseiller municipal à Douala 1er. Il est également en charge de la communication du MP, un parti qui n'est pas engagé dans la course à la présidentielle. Bonjour Monsieur Zipan. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais d'abord dire que nous avons fait le choix délibérément de nous engager à cette élection. Après avoir annoncé quelques jours avant que vous participeriez. Une annonce n'est pas le dépôt. Donc je pense que vous connaissez bien la différence qu'il y a dedans. Mais j'aimerais savoir tout de même qu'est-ce qui s'est passé entre l'annonce et la désannonce, on va dire ça comme ça. Mais nous avons fait une conférence de presse que vous avez couverte, dans laquelle on vous a expliqué amplement ce que c'est. Le coordonnateur général Mouvement Progressiste a reçu un mandat du parti qui est en 2 points. Le premier point, c'était soit il est candidat pour défendre un programme qui semblait être le nôtre, et à ce titre-là, il essaie de prendre attache avec tous les autres pour voir dans quelle mesure ce programme peut être appliqué, ce programme du mouvement progressiste. Ou la deuxième approche, c'était de vouloir travailler dans un cadre consensuel pour désigner quelqu'un qui peut porter ce projet. Je rappelle en passant que Jean-Jacques Ekindi a été candidat à l'élection présidentielle 3 fois.
Donc, ce n'était pas un fait nouveau pour lui. Ça, c'était la première. La deuxième, au regard des événements qui se présentaient à lui et à la dynamique, compte tenu de l'opinion qui renvoyait incessamment qu'il fallait un candidat consensuel, il ne fallait pas qu'il ajoute au désordre qui existait déjà, la confusion. Donc, ça a été suffisamment. Donc, il a noté tout ça après avoir annoncé sa candidature? Non, ce n'est pas l'annonce. Un parti politique, par essence, concourt au suffrage universel. Aller à une élection, ça fait la vocation d'un parti politique. On ne peut pas créer un parti politique sans ne pas aller aux élections. À moins que vous me dites que je crée un parti politique pour participer, comme je vois certains le faire, parce que ça existe. Non, le parti politique a pour vocation de participer à l'évolution de la chose politique de notre pays à travers les élections. Donc, participer, c'est tout à fait normal. Et je voudrais aller un peu plus loin. Comme vous tenez tant à vouloir savoir comment ça, on devait procéder. Quand on a eu l'expérience de 1992, lorsqu'on a eu l'expérience de 2004 et l'expérience de 2011, et quand on est un parti suffisamment responsable, on ne se porte pas à une élection sans ne pas mesurer les contours et les conséquences. Ça, c'est aussi évident. Et je pense que depuis un certain temps, le coordinateur général progressiste travaille pour que certainement ce candidat consensuel tant souhaité par les Camerounais puisse voir le jour. Maintenant, parviendra-t-il? Là est tout le débat. Y a-t-il des signes annonciateurs qui montrent qu'on est dans le bon sens? Je réponds oui. Quels sont ceux qui vont profiter au cas où il y a un candidat consensuel? Les jeunes. Quels sont ceux qui sont en responsabilité pour le faire? Des candidats. Parmi ces candidats, y a-t-il des jeunes? Oui. Est-ce qu'ils sont en dynamique pour pouvoir conduire? Vous voyez, autant de questions, autant. Donc, je voulais rassurer les téléspectateurs que ce candidat, oui, vous n'allez pas être très surpris. Avant la fin de la semaine, c'est un scoop à STV. Vous aurez certainement une déclaration d'au moins 2 à 4 candidats dans le sens consensuel. Et nous travaillons dans ce sens-là avec toute l'expérience qui est la nôtre. Vous connaissez bien l'engagement que j'ai pris. Vous connaissez le travail que fait Limbiloubet dans ce sens-là. Je rassure les téléspectateurs que vous aurez ce candidat consensuel. Il n'y aura que 2 camps. Le camp de M. Biya pour la continuité et le camp de la rupture pour le candidat consensuel. Il n'y aura pas un 3e camp. Merci M. Zipan d'être avec nous. Juste en face de vous, nous recevons Maître Atangamba Mbolé. Il est avocat, mais également militant du Social Democratic Front. Bonjour Maître. Merci, bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Denis Kouebo. Quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? Bon, cette sortie du Conseil constitutionnel qui a envoyé tous les 12 autres candidats qui prétendaient à l'élection du 7 octobre pour des motifs variants qui est vrai, qui est juste. Donc on aura justement l'occasion de parler de ces 12 rejets. On reçoit Samuel Motte, expert comptable, mais aussi militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président de session. Bonjour Monsieur Motte, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci de l'invitation qui m'a été faite. Ce sera également la même question qu'à Denis Kouebo. Quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention, même si je suis presque certaine que vous ne partagez pas l'avis de Denis Kouebo sur le décès de Kofi Annan? J'ai l'impression que vous consultez les marches, mais en réalité, vous avez, c'est pas moi, tapé sur le mille. J'ai dit effectivement la meilleure affaire, l'actualité la plus importante, elle est attirée effectivement en fin de semaine, mais c'est la plus importante ce qui me concerne, c'est celle effectivement de la disparition d'un grand homme. J'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'attention la démonstration de mon ami Denis Kouebo. Je dis à la limite, à défaut de saluer l'œuvre de cette personne, inclinons-nous devant le parcours qui fait qu'un fils venu d'Afrique subsaharienne puisse arriver à ce niveau de responsabilité. Quand on est à ce niveau de responsabilité, là, on est amené à prendre des décisions. Et des décisions, très souvent, vous faites un heureux et très souvent également un malheureux. Et une décision, elle n'est pas faite pour contenter tout le monde. Et dans le cadre de ce qu'il avait à faire, je pense quand même que quand je regarde la presse internationale, c'est une mémoire qui a été unanimement saluée. Ils pensent que c'est le bal des hypocrites, peut-être, chaque fois qu'il y a une personne qui disparaît, mais il y a eu très peu de critiques en ce qui concerne l'activité de Kofi Annan quand il était secrétaire. Il y a quelques affaires, notamment l'opération qu'on a voulu monter en Irak, où il y a eu certainement des détournements. Mais il faut dire à ce stade-là, ce n'est pas de nature à tenir l'idée de cette personne-là. Je retiens pour ma part que quand nous avons un symbole comme celui-là, nous pouvons nous en inspirer en disant que rien n'est impossible finalement quand on travaille. Et c'est dans le cadre de cette précaution-là que je voulais m'inscrire.
ce qui peut se passer derrière. Vous savez très bien, en plus, quand on est premier responsable, il n'y a pas que la décision qui vient de soi-même. Il y a des camps qui s'entre-déchirent, il faut faire des arbitrages. Et donc, ça peut donner effectivement des insatisfactions comme celle qu'il a soulignées. Mais je pense que, globalement, ça a été une très grande personne. Et l'Afrique a besoin de figures comme celle-là. Merci, monsieur Maud. On aurait pu préciser que chaque fois que vous allez voir la presse internationale, la communauté internationale saluer de cette manière un Africain, c'est qu'il a trahi l'Afrique. Non, mais là également, ils n'ont jamais fait. Non, Denis Kwebo, Kwebo, je ne suis pas dans cette perspective-là non plus. Quand il fait également un engagement sur l'élection d'Obama, la première personne qui sera la plus à même à ne pas aider les Africains, c'est un président noir africain. Oui. Parce que tout ce qu'il fera sera mis sous le socle parce qu'il a une origine africaine, même si c'est une idée bien pensée. Et donc, par rapport à l'élection d'Obama, moi, en tant qu'Africain, je n'attendais absolument rien du tout. Et dans ce cadre-là, effectivement, en tant que fils d'Afrique, Kofi Annan, je n'attendais pas qu'il fasse des choses plus particulières pour l'Afrique. Et parce qu'effectivement, il a attendu sur ce tournant-là. Et chaque fois qu'il aura envie de faire bouger des lignes dans ce domaine-là, on va lui dire « Ah, mais il a fait parce qu'il a les origines africaines. » Et donc, rien que ça... Les Européens font des choses pour l'Europe, les Américains font des choses pour la... Ils sont en capacité. Il n'y a que les Africains qui se croient obligés de ne rien faire. Ils sont en capacité de le faire. Sur la question de Kofi Annan, j'aimerais qu'on donne la parole à Hilaire Zipan, parce que je le vois avec un petit sourire depuis tout à l'heure. Non, je pense que les relations internationales, c'est la plus grande hypocrisie qui peut exister. Il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est les 5 qui décident de l'orientation des Nations Unies. Parmi ces 5-là, il n'y a pas de pays africain, donc je n'en vois pas trop bien pourquoi. Comment Kofi Annan pouvait par lui-même essayer de faire changer les choses. Par contre, ce qu'on peut noter de lui, c'est l'intervention qu'il a dû marquer avec beaucoup de bravoure sur la crise rwandaise, lorsque le génocide s'est passé, il était secrétaire général des Nations Unies. Et je pense que si j'ai bonne souvenance, Jeune Afrique avait à l'époque essayé de titiller le président camerounais qui était présent en exercice de l'Union africaine. C'était comme ça que ça s'est fait. Et il avait eu du mal à mettre la main sur le président Paul Biya pour que l'on puisse trouver un sommet, parce que c'était à l'époque Jean-Roger Bourbeau qui était ministre des Relations extérieures du Cameroun. Je me suis encore la bonne image, s'est rendu à un sommet pour essayer de voir comment pour résoudre la crise complètement rwandaise. Il faut dire aussi que le cas patent de ce qui s'est passé en Irak, certainement lui est resté dans l'entre-gorge parce que les éléments produits par les Américains n'étaient pas de nature à le rassurer pour que les Nations Unies cautionnent certainement cette guerre-là. Elle a été une guerre unilatérale, il faut le dire. Mais, comme je dis... Que Kofi Annan a condamné, par hasard. Oui, mais la vie politique, c'est un rapport de force. La vie politique, c'est un rapport de force. Par contre, la vie diplomatique, c'est le tact de négociation que l'on peut avoir. Or, dans le rapport de force, la négociation n'entre en ligne de mise que lorsque celui qui tient le bon bout. Je vous prends un cas très simple. Lorsque le RDPC est au pouvoir, il dicte le calendrier pour que les gens puissent aller aux élections. C'est si simple que ça. On parle de l'élection présidentielle avec le contentieux préélectoral désormais vidé. On va commencer par vous, Denis Kwebo. 12 recours, 12 rejets. Est-ce que vous direz que c'était prévisible? Je sais que lorsque les gens partent faire des recours à la Cour constitutionnelle, c'est pour se voir débouter et ensuite aller rapidement à Mété. Vous savez que en fait, le principal parti de l'opposition au Cameroun, c'est la presse. Dès qu'on vous a débouté, en tant que candidat avec une démarche assez farfelue, vous admettez la preuve, on a rejeté 12 requêtes. Mais les journalistes qui font la chronique politique ont à la fois les outils et l'expérience de la chronique politique et ils savent que un candidat qui n'a pas déposé la caution est entièrement, c'est irresponsable de sa part d'aller devant la Cour constitutionnelle pour demander qu'on valide sa candidature. Vous n'avez pas déposé la caution. C'est ça qu'il y a eu un débat et là je ne trahis rien dans nos forats professionnels où personnellement et avec d'autres camarades on mettait en garde les journalistes qui considèrent n'importe quel farfelu, quelqu'un qui est condamné à une peine privative de liberté, qui est un délinquant récidiviste, qui se déclare candidat à l'élection présidentielle, vous ajoutez son nom sur la liste, mais ça ne fait pas sérieux pour le Cameroun. C'est tout ça qui... Je crois que c'est un peu plus grave que la fémanière. Il y a quand même le respect dû à une fonction comme la fonction présidentielle. Vous vous levez pas un beau matin, avec 0 franc dans la poche, vous déclarez votre candidature, vous ignorez complètement la loi électorale et vous commettez l'incurie d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour voir
réhabiliter. Au nom de quoi est-ce que la Cour constitutionnelle peut autoriser un candidat à compétir sans avoir payé la caution dans la limite du temps prévu par la loi? Et il ne faut pas aussi que le temps d'une élection, on profite pour faire feu du tout bois, nous mettre des sujets qui sont d'une inutile, d'une banalité. Je parle pas de nous, je veux dire ces politiciens qui veulent nous servir ça comme biscuit. Bon, c'est pas du tout bon. Quand on va aller au fond, même avec ceux qui sont restés candidats, on verra que c'est pas trop différent, parce que il y en a qui dans notre pays qui pensent que le fait d'être retenu candidat à une élection présidentielle est une grande victoire. Ça devait nous inquiéter qu'on célèbre une victoire pour avoir, parce qu'on a vu sa candidature acceptée à une élection. C'est quand même pathétique pour le paysage politique camerounais, parce que un lion ne vaut pas une souris ou un chat. Il y a quand même, je dis qu'on devait, il laisse pas parler du rapport de force. Est-ce que les hommes politiques camerounais savent ce qu'on appelle le rapport de force? Tout le monde est sur le même palier. Il suffit seulement de faire une proclamation, parce que la presse manque de sujets. On vous bombarde et puis vous créez un imaginaire dans votre tête, et pour vous voir soit étourdi, soit je sais où, soit dans la rue en train de diriger une grande révolution. C'est pas comme ça que ça se passe. Je crois que nous sommes assez jeunes, mais beaucoup devaient quand même aller se mettre à l'école de la politique. Et on est heureux de savoir que depuis que cette élection est annoncée, il y a des gens qui profitent du temps de cette élection pour aller à l'école de la politique, même s'ils croient qu'ils y sont déjà arrivés. Maître, justement, se souvient des griefs qui avaient été exprimés lors de la mise en place du Conseil constitutionnel et même lors de la nomination de ses membres. Partant de là, comment est-ce que vous appréciez cette première sortie de Clément Atangana et de ses pairs? Bon, je dirais que c'est la deuxième. Vous savez, ils ont déjà eu à tenir les contentieux préélectoraux et post-électoraux pour les élections sénatoriales. Oui. Bon, nous ne sommes plus au niveau du débat sur la composition. Nous avons toujours critiqué que ces gens ont été nommés d'un certain parti politique proche, comme ils le disent, ou du pouvoir. Mais nous ne sommes plus à ce niveau. Nous voyons le travail qu'il fait. Jusque-là, on peut apprécier avec les élections sénatoriales et surtout avec le contentieux préélectoral. Donc en fait, on a crié au loup très vite. Exactement. Et je pense que le Conseil constitutionnel ramène un peu le sérieux dans ce jeu, comme disait Denis, parce que, voyez-vous, quelqu'un qui vous dit qu'il ne pouvait pas payer 30 millions parce que la trésorerie était fermée à minuit, c'est pour nous dire que la mairie aussi devait attendre minuit pour lui délivrer sa copie d'acte de naissance. Le tribunal devait attendre aussi minuit pour lui délivrer son certificat de nationalité, ainsi de suite. Donc je pense que les 10 jours qu'on a donnés étaient suffisants et que le Conseil constitutionnel, en rejetant toutes ces requêtes, était juste. Surtout pour celui qui sort même, qui ne pouvait pas payer 30 millions et vous dit qu'il voulait même que la caution passe à 100 millions. Je pense que ces jeux-là doivent être arrêtés à un moment donné. Alors, Monsieur Maud, quels sont désormais les enjeux de la présidentielle après la validation de ces 9 candidatures? Les enjeux des présidentielles n'ont pas changé. On attendait à des candidatures, il y a des candidatures d'opposition. J'ai cru entendre tout à l'heure une annonce forte en disant que... On reviendra sur l'annonce forte. Juste après vous. Mais on va continuer à faire la campagne électorale comme on avait prévu de la faire, en sachant que nous sommes dans un pays où effectivement l'alternance est possible, où il y a une démocratie, où il y a une liberté d'expression et que les gens seront amenés à s'exprimer. Mais je voudrais également, si vous me le permettez, revenir sur ce que Denis Koeba a dit tout à l'heure sur le Conseil constitutionnel, de même que M. Mbambolé. C'est bien, je suis heureux de constater qu'effectivement, il peut saluer une institution républicaine quand elle fonctionne parfaitement. Et dans le cadre d'espèces, il voulait d'ailleurs être plus complet, parce que quand vous dites il n'a pas pu réunir, ah non, la personne dit j'ai pu réunir, mais après. Hein? Parce que si vous arrêtez à ce terme-là, les autres vont commencer à dire au quartier, mais il a quand même pu revenir après. Non, le après n'a pas de sens. Et il faut être ferme par rapport à ce que la loi elle-même elle dit. Imaginez-vous un seul instant qu'une personne comme celle-là, hein, l'UFC, puisque vous ne voulez pas citer le nom, ait une telle popularité et qu'il puisse être admis à concourir après une telle faute de départ et que de mecs qui soient notre président de la République. Qu'est-ce que diront les battus? Ah, c'est une personne qu'on n'aurait pas dû
accepté en compétition. On l'a accepté parce que le système il est comme il est. Il est le président de la République aujourd'hui. Quand une règle, on la fixe à l'intérieur d'une société, c'est une norme. La norme, elle doit être respectée. Et dans la plupart de l'ensemble de ces recours-là, vous avez très bien vu que c'est des recours du FOC. Et quelqu'un qui aspire à être président de la République aujourd'hui ne peut pas commencer à jouer sur les sentiments en disant oui, mais je veux de l'indulgence parce que un peu. Non, mais c'est pas sérieux tout ça. C'est bien qu'ils aient été rejetés. Maintenant, par rapport à l'annonce forte, on en discutera tout à l'heure. Mais je peux vous dire tout simplement en annonçant à la suite de ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait, le système à un tour, il est fait effectivement pour faciliter, pour inciter à des coalitions dès le premier tour. Hein? Parce que c'est une élection à un tour, on va en attendre pas le second tour pour pouvoir faire des coalitions. Donc, son annonce ne m'inquiète pas, mais à la limite, on en parlera tout à l'heure. Parlons justement avec vous, Hilaire Ziporte, de cette candidature consensuelle. Où est-ce qu'on en est exactement? Non, d'abord sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit le droit, autant simple que ça. Mais je pense que le Conseil constitutionnel également juge de l'équité. C'est-à-dire que doit pouvoir mettre sur le même palier les candidats au même grade. Mais moi, je suis suffisamment étonné que le Conseil constitutionnel, si tant est que c'est un instrument d'équité, que ceux qui ont été retenus ou n'ont pas pu lire l'article 7 alinéa 4 du Conseil constitutionnel pour permettre à ce que le président de la République se décharge de l'une de ses fonctions. L'article 7 alinéa 4 dit que les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective, toute autre activité professionnelle. Le président de la République ne peut pas être président national du RDPC, président de la République. Ce silence me gêne énormément à l'opposition, me gêne énormément, parce que l'opposition aurait pu saisir le Conseil constitutionnel pour soit invalider la candidature du président Paul Biya. C'est ce motif-là, parce que justement... il est... Article 7, alinéa 4. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction élective ou activité professionnelle. Le président Biya est élu président national du RDPC. Il ne s'agit pas de ce genre d'élection, il s'agit de l'élection publique. Non, il s'agit d'élection publique. Fonction publique élective. Élective, oui. Quand on est élu dans une association, est-ce que c'est public? Non, c'est les publics. Non, il ne peut pas être président de l'association quartier. Exact. Donc surtout un parti politique, c'est une association. Exact. C'est une association publique. Fonction élective au sens de la représentation nationale. Permettez que je termine. Permettez que je termine. Donc, c'est fonction publique élective. Une fois que c'est ouvert au grand public, ça veut dire que... Pourquoi est-ce que le MP n'a pas saisi le Conseil? Le Conseil, parce que, voilà, on vient donc à le fait, parce que tu as soulevé le nom. En 2004, le coordinateur général du mouvement progressiste a saisi le Conseil constitutionnel sur ce cas. Et Dipanamo lui avait répondu qu'il siège en tant que Conseil constitutionnel. Donc il ne juge pas sur le débat du fond de cette disposition de loi. Oh là là. Attendez. Je peux dire quelque chose. Allez vérifier ce que je dis. En 2004, le coordinateur général progressiste a saisi le Conseil constitutionnel par le biais de la Cour suprême. En face, si vous voulez que je vous dise, il y avait donc le professeur Moukoko et le professeur Konchou qui défendaient les intérêts du RDPC. C'est l'histoire. Ouais. Bien. Alors, on ne peut être que candidat pour saisir le Conseil constitutionnel dans ce cas-ci. Ouais. Il faut être candidat, retenu, parce que vous estimez qu'il n'y a pas l'équité. Donc, je réponds entièrement à mes contestation. Voilà. Donc, il faut d'abord être candidat pour s'assurer que tu as l'équité. Parce que le MP voulait rassembler l'opposition. Laissez que j'y arrive. Il y a quand même parmi ces candidats-là des candidats de droit constitutionnel. Permettez qu'ils poursuivent, messieurs. Laissez que j'y arrive, vous donnez Kwebo. Allons pour que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est ça. C'est cette clarté-là qui permettra à ce que l'on puisse désigner calmement. Donc, parmi ces candidats-là, il y a des gens d'un mérite constitutionnel très élevé. Ça permettra de pouvoir montrer les enseignements et de vérifier, bien entendu, comme a dit tout à l'heure Maître, la capacité du Conseil constitutionnel à pouvoir être juge de la bonne élection. C'est très important. Parce que c'est à partir de là qu'on juge, à partir des faits des actes qu'on juge. Donc, c'est un élément que j'ai soulevé. Mais maintenant, c'est passé. L'ITU a reçu ça. Maintenant,
Je réponds donc à certainement la question qui semble tarabusquer beaucoup plus Madame Samuel Mott. Non. Les élections sont un moment important pour inventer l'avenir. Pour les municipales, c'est inventer la municipalité. Pour la députation, c'est inventer la manière comment voter les lois. Et pour le présidentiel, c'est inventer la fonction même. Parce que le président n'a plus défini la politique du pays. C'est très important. Le premier tour, dans le sens démocratique, permet à l'électeur de choisir. Le deuxième tour permet d'éliminer. Alors, on ne peut pas, dans une élection, à un tour, laisser que les Camerounais éliminent. Nous voulons donc donner la possibilité aux Camerounais d'éliminer et non de choisir. Donc, il fallait trouver un critère, une méthodologie. Et le mouvement progressiste est très bien placé parce que nous sommes sur la scène depuis 1992. Nous avons vu comment les élections de 1992. C'est l'ARCNS, Alliance pour la reconstruction du Cameroun, à travers la Conférence nationale souveraine, composée d'une trentaine de partis, dont le président s'appelait Michel Ndo et le secrétaire général s'appelait Tekam, qui avait investi Froundi comme le candidat de ce regroupement de partis. Et le SDF l'a adoubé. Il ne faut pas inverser. Ce n'est pas que le SDF a posé sa candidature et est venu voir les CES. Non, ça s'est tenu seulement le paradis. Et les acteurs sont vivants. Henri Tekwe, Mboua Masso et Kane Anisset, ils sont vivants. Donc, voilà comment la démarche a été faite en 1992. Et c'est cette dynamique avec ces différentes personnalités transversales, telles que les Mongobeti, qui ont pu porter la candidature de Froundi. Et ce qu'on proposait aux Camerounais, c'était la conférence nationale souveraine, avec une transition de 4 ans, dont le programme était clair, très clair, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et je ne vois pas encore le rapport, mais... Oui, non, non. C'est exact. Je vous donne l'histoire. Oui, mais l'histoire, oui. Mais nous sommes en octobre 1992. Oui. Mais cette clarté de la démarche de Froundi visait rectifier une démarche dont l'UNDP, conduite par Bello Bouba Magari, avait choisi de participer aux élections législatives qui avaient lieu en mars. Or, l'UNDP avait 68 députés, avec à poilier Horbelin, mais n'est arrivé que 3e à l'élection présidentielle. Donc ce peuple-là, ce peuple camerounais, quand on lui donne la capacité de pouvoir être déterminant, ils sont déterminants. Et qu'est-ce qu'il nous renvoie aujourd'hui? Il nous renvoie que l'opposition soit consensuelle. Donc, tout à l'heure... C'est le sens de la Constitution également. Hein. Oui, non. C'est le sens de la Constitution. Peut-être dans la démarche constitutionnelle, je suis dans la démarche politique. Moi, le droit ne m'engage que lorsque les actions politiques... Les deux se tiennent. Non, les deux ne se tiennent pas. C'est le politique qui donne le sens au droit. Monsieur Samuel Mott, c'est le politique qui donne le sens au droit. Ce n'est pas le droit qui donne le sens à la politique. La politique étant là d'innover, elle n'est pas anticipation. Donc il n'y a pas de précédent. Oh, les juristes viennent à la mettre en forme. On peut faire ce pour là-dessus. Je suis très à l'aise, monsieur Samuel Mott. Donc, par conséquent, je voudrais donc dire que cette démarche, faire en ce que, ça c'était 92. Puis on a eu 2004, c'était la CNDR, dans lequel il n'y avait pas de facilitateur. On avait deux grosses pointures dans la CNDR, Ndamjoya et Froundi. Il n'y a pas de facilitateur. Ils sont cassés le nez. Donc, par conséquent, je vous dis... Les Chirouma faisaient quoi? Non, Chirouma n'étaient pas des facilitateurs. Ils n'étaient pas des facilitateurs à l'intérieur. Il faut un facilitateur, quelqu'un qui est en capacité de remplir les conditions pour être ce président-là et se mettre à la hauteur pour être facilitateur. C'est ça la démarche politique. Elle doit donner tout son sens. Je termine. Expliquer comment est-ce qu'on peut mélanger le vinaigre et le lait. Non. Donc, depuis toutes les démonstrations là. Non, moi je veux pas. Ça peut faire rire beaucoup de Camerounais assis chez eux parce que vous ne vous levez pas, Hilaire, le jour d'une élection pour venir faire des contorsions et expliquer aux Camerounais que vous voulez créer le parti unique de l'opposition. Non, c'est pas le parti. Avoir 300 partis politiques et à la veille de chaque élection, non, ce n'est pas là. La dynamique ne se construit pas en un jour. Je peux avancer. Paris aussi a été Je peux avancer, Denis Kwebo. Je peux avancer. Allez-y, Denis Kwebo. Monsieur Denis Kwebo. L'opinion. Samuel Mott et Denis Kwebo et Samuel Mott. Permettez que Denis Kwebo, permettez que Hilaire Zipan poursuive. Allez-y, monsieur Zipan. Bien, voilà. Quand on visite l'histoire, on comprend un peu la démarche d'aujourd'hui.
pour dire qu'aujourd'hui, quelle est la situation? La situation aujourd'hui, c'est que nous avons 8 candidats de l'opposition qui ont déposé leur candidature. C'est normal, ils remplissent les conditions pour être celui-là, pour être choisi. La stratégie que nous recherchons, c'est de voir la capacité de pouvoir, que les gens puissent trouver un candidat consensuel. Et contrairement à ce que dit, bien entendu, mon ami Denis Pwebo, les gens envoient des signaux très clairs. Cabral l'a dit, il est d'accord. Serge Matomba l'a dit, il est d'accord. Mais la question... Maître Akeremouna, laissez que je termine. Maître Akeremouna l'a dit, ils sont d'accord. Maintenant, on attend les autres. Il y a eu des correspondants qui sont partis. Alors, on ne construit pas le candidat uni de l'opposition. On essaie de trouver un candidat consensuel, en capacité de faire un programme minimum avec une transition définie par les mêmes candidats. On ne demande pas à Osgaro. La plus belle fille du monde, c'est celle... Je conclue. La plus belle fille du monde, c'est celle qui a participé au concours. C'est pas celle qui est chez elle et qui n'a pas participé au concours, monsieur Denis. La plus belle fille du monde, c'est celle qui a participé au concours. La question qu'on se pose, il y penser, pourquoi toujours attendre à la veille, littéralement à la veille de l'élection pour justement, parler de candidature parce qu'aucun parti politique dans la démarche actuelle n'a fait cela précédemment. Les plus grands partis ont besoin du plus petit pour exister. Exactement. Il revient à qui de faire le rendant de l'opposition? Bien entendu, c'est lui. Alors je pose donc la question à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a vu l'unité de l'opposition? Non. Pendant qu'elle se passait, est-ce qu'on a vu l'unité de l'opposition? Dans les conseils municipaux, vous voyez l'unité de l'opposition? Vous voulez que je vous prenne un cas pour voir comment les partis d'opposition entravent les autres d'être en... Non, c'est là le problème. Il y a donc les gens qui doivent assumer les responsabilités parce qu'ils ont eu la chance d'être des élus. Ne participe à cette élection qu'un parti politique qui a au moins un conseiller municipal. Ça veut dire qu'il est en responsabilité et la démarche de sa responsabilité doit être totalement analysée. Ceux qui ne remplissent pas les conditions d'avoir un conseiller municipal ne doivent pas donner les conditions à ceux qui en ont. Maître, parlant que ça soit bien clair. Maître, parlant justement des démarches qui ont été entreprises pour la mise en place de cette candidature consensuelle, Hilaire Zipa a cité un certain nombre de noms, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Akeremouna, mais pas Joshua. Qu'est-ce que lui il en pense? Depuis le retour du pluralisme politique encore au Cameroun, le SDF l'a toujours dit qu'il est ouvert à toutes ces négociations. Je suis heureux de constater que quand M. Zipa en parle, dans toutes ces démarches, depuis 1992, 2004, le SDF était parmi. Et même après. Et une fois même, le SDF a eu des alliances avec le mouvement progressiste. Lors des élections présidentielles, nous avons retiré notre candidature pour supporter Foundi en 2004. Donc c'est pour dire que... Est-ce que l'inverse était possible? Est-ce que l'inverse est possible aujourd'hui? Non, ce n'est pas possible parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Si nous avons un parti que nous pouvons suivre, on ne doit pas nous demander au SDF de suivre ce parti. Nous sommes en politique, nous parlons du terrain, du terrain et de l'occupation du terrain, des difficultés que nous connaîtrons au terrain et de ceux qui peuvent confronter ces difficultés. Nous savons très bien que la capacité de ces partis politiques ne sont pas les mêmes. Il est vrai que c'est la société, c'est plus des citoyens qui doivent voter. Mais à chaque moment, il y a une tendance qui se montre. Donc, s'il y a quelqu'un que le SDF peut suivre, on ne doit même pas en débattre. Et nous le disons tous les jours, que nous sommes ouverts par rapport à ces élections présidentielles du 7 octobre. Je vais juste être certaine d'avoir bien compris. Ça veut dire que le SDF peut accepter de se mettre derrière un candidat. Exactement. Mais il faut d'abord que ce candidat soit là et qu'il y a des conditions qui sont claires. Mais il faut donc qu'on s'asseye. Non. Il faut qu'on s'asseye à l'opposition. Exactement. Il faut qu'on s'asseye, c'est important. S'il vous plaît, monsieur. Il a Zipan. Les 8 candidats doivent s'asseoir. C'est 8. Madame a posé une question tout à l'heure. Pourquoi la veille? Parce que le SDF a fait cette démarche depuis. Et le SDF sait bien le travail qu'il y a devant, que ce n'est plus le moment de continuer à le faire parce qu'il y a le travail. Parce qu'à la fin, il suffit qu'une ou deux personnes sortent et disent non, et ça ne va pas aller. Et pourtant, le travail est là. L'électorat est là pour entretenir tout. Donc, ce qui fait que nous savons que déjà l'intention de tout le monde veut qu'on le suive. C'est ça. Personne ne veut descendre. Même ceux qui disent qu'ils sont prêts à discuter sont là, ils disent seulement qu'on doit les suivre. Mais pourtant, le travail qui est là, c'est pour aller en campagne, dire aux Camerounais le programme politique que nous avons, parce que le Camerounais souffre et il doit savoir exactement là où il doit aller le 7 octobre. Donc je préfère, au lieu de faire ce débat, dire aux Camerounais que voilà la vraie coalition. Les Camerounais qui souffrent tous les jours et qui savent, parce que chaque Camerounais, quand il parle de la coalition, sait déjà qui pourrait même voter comme leader de cette coalition. Donc, au lieu de rester, parce que quand on fait tous ces débats sur la coalition, c'est comme si s'il n'y a pas, on n'aura pas aux élections, on ne pourra pas battre le candidat en face. Parce que pour le SDF, nous avons un adversaire qui est le président Paul Biya. Oui, mais comment on le gagne?
comment le gagne tout seul. Exactement, en disant aux Camerounais, pas tout seul s'il vous plaît, alors, en disant aux Camerounais que si on passe le temps à faire ce débat sur la coalition, c'est pour faire les gens rester à la maison et ne pas aller voter. Donc chaque Camerounais, préparez-vous à aller voter le 7, votez le SDF, votez la candidature que vous croyez qu'il devait être le lien de la coalition. Je pense que de passer tout le temps dit coalition, ça donne l'impression que s'il n'y a pas cette coalition, on ne doit pas aller aux élections. C'est tromper les Camerounais. On reviendra justement tout à l'heure avec Hilaire Zipansi pour savoir si justement la coalition est l'unique moyen de battre Paul Biya. Mais on va d'abord passer la parole à Samuel Moutavan des Nikobo. Tout à l'heure, là, quand il a fait son annonce, j'aurais dû en trembler parce que effectivement, voir 9 personnes, 8 qui se mettent contre une seule personne, ça peut inciter à réfléchir, mais en réalité, je n'avais même pas... J'ai été très précis. Mais il a cité 3 noms. Mais donc, voilà, finalement, c'est 2 ou 4. Bien. C'est 2, j'ai bien dit. Mais je n'avais même pas à trembler parce qu'en réalité, le sang même de nos institutions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pousse à faire des coalitions avant même l'élection. On est parti tout simplement, et très souvent on a tendance à je ne sais pas moi, à coller un certain nombre d'étiquettes au RDPC. Vous voyez très bien que dans ce cadre-là, c'est plutôt nous qui avons le bon rôle. Parce que quand je lui parle de la Constitution, il me dit que la politique devait impulser le droit. Effectivement, c'est une démarche politique qui aboutit au vote d'une Constitution et à sa promulgation. Et dans le cadre de la Constitution, effectivement, on part seulement d'un constat simple. Nous sommes, qu'on le veuille ou pas, une mosaïque de tribus aujourd'hui, notamment en Afrique subsaharienne. Et la tendance qui a été observée, c'est que chacun pourra se prévaloir de représenter son ethnie. Et si on part seulement de ce principe-là que chacun, dans l'intérêt de sa propre ethnie, va dire je suis le chef et le représentant, on aura autant de partis. Faire une élection à 2 tours serait une illusion parce qu'avec un parti comme le nôtre qui est installé, pas seulement le nôtre d'ailleurs, la plupart des partis qui sont largement installés, les autres partis qui sont cléreux auront de la peine à le challenger. Et donc, faire une élection à 1 tour pour serrer les gens, parce que l'idée de faire à 2 tours, c'est de dire effectivement chacun peut se présenter, et une fois qu'on aura mis le candidat le plus fortement installé en ballotage, à ce moment-là, les coalitions pourront se faire. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. C'est la meilleure façon. Sous réserve qu'il faut connaître des conditions d'avoir un second tour, parce qu'on ne programme pas un second tour. Le second tour, il s'impose de dépouillement. C'est-à-dire que si vous avez un candidat, même s'il y a 2 tours, 3 tours, et en mésangeant-les, si vous avez un candidat qui a 60% des voix dès le premier tour, le deuxième tour n'a pas de raison d'être. Et dans ce cadre-là, comme on sait qu'il y aura autant de partis que d'ethnies, on a dit on s'arrête au premier tour en pensant qu'il devait y avoir des coalitions qui pourraient se faire avant même le scrutin. Et dans ce cadre-là, effectivement, cette dynamique-là n'est pas respectée chez nous parce qu'effectivement, quand vous posez la question au SDF, je l'ai suivi avec beaucoup d'amusement. Oui, je veux bien aller dans la coalition à condition que ce soit moi le leader. Hein? Et c'est ce genre de débat effectivement égoïste qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir 2 candidats sérieux. Mais est-ce que l'idée de la coalition n'est pas finalement ventilée par le RDPC pour justifier à la fin, le 7 octobre, pour justifier sa victoire et dire, vous voyez, ils auraient dû faire une coalition pour nous battre sans coalition, il est impossible que le RDPC soit battu. Vous allez nous accuser de tout et de rien là. Hein? Vous avez un match que vous devez livrer avec 9 personnes, chacun défendant ses intérêts. Et puis tout d'un coup, il y a 8 personnes qui se mettent contre vous, vous devez tout en trembler. Comment est-ce que nous pouvons inciter? Mais effectivement, si nous voulons un Cameroun prospère, un Cameroun où il y a une alternance politique qui s'installe, les meilleures conditions effectivement de faire cette alternance-là, c'est de faire une élection à 1 tour. Et vous voyez très bien, mais bien sûr, c'est de le faire à 1 tour parce que... C'est partie de la tricherie du RDPC. Non, mais ce n'est pas une... Attendez. Permettez, maître, qu'il termine. Pourquoi ce serait une tricherie? On laisse une élection à 2 tours, si vous voulez, allons-y à 2 tours. Je me rappelle tout simplement qu'au dernier scrutin, le président de la République a eu plus de 70% des voix. Changeons la constitution là demain. Nous disons avant d'aller voter le 7 octobre. 70% de voix, vous ne parlez pas également des Camerounais qui ne sont pas allés voter. Vous vous contentez de ceux qui sont... Mais ils ne sont pas allés voter. Pourquoi? Parce que l'élection à 1 tour. Non, je veux dire que vous ne prenez pas en compte le taux d'attention. Là également, là également, c'est un mauvais jeu de l'opposition, pas de nous. Très souvent, nous avons demandé aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales et d'exercer leur droit de vote. Quand ils font distiller des messages à l'intérieur de la société en disant que le vote est pipé d'avance, ça n'incite pas les gens à aller voter. Quand ils disent par exemple qu'on sait de toutes les façons que le gagnant, on le connaît,
ça n'incite pas les gens à aller voter. C'est parce qu'ils ont effectivement une démarche inopportune, inappropriée, qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas voter. Moi, je peux vous garantir, j'ai été quelqu'un qui a pendant très longtemps supervisé ces élections-là. Si, je peux vous dire que s'il y a à l'intérieur d'un bureau de vote des partis d'opposition qui contrôlent le déroulement du scrutin, il n'y a pas de toucherie du tout. Allez-y, Nikobo. Je voudrais dire que la démagogie est toute une idéologie. Et c'est quand même difficile de suivre tout le temps des gens qui disent une chose et son contraire, et qui élaborent un argumentaire qui manque ce qu'il y a d'essentiel à un argumentaire, c'est-à-dire la logique. On a eu des coalitions de l'opposition en 92, 2004, 2011, qui ont échoué pour des raisons que tout le monde connaît. Hilaire Zipan vient de dire tout à l'heure que cette fois-ci, ce ne sera pas la même chose. Sauf qu'il n'a pas dit en gros est-ce que ce ne sera pas comme les autres fois. En réalité, je ne veux pas insulter la personne en disant la formule qu'on utilise souvent au village pour évaluer les intelligences ou la stratégie, c'est cette épaule qui veut traverser la vitre et qui se cogne la tête tout le temps pour constater que la transparence de la vitre là ne veut pas dire qu'il y a le vide. La mouche s'y colle et meurt. Le singe essaye une fois aussi pour savoir qu'il ne peut pas traverser la vitre. En 2004, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire où les pseudo-intellectuels et les politiciens numériques avaient sorti un logiciel pour fabriquer un candidat qu'on appelle Namdia, candidat unique de l'opposition. Ils ont inventé tout un logiciel de démagogie. Lorsque ça n'a pas marché, ok, on a dit allons devant les électeurs. Tout le monde connaît le résultat que Frunze a eu et le résultat de Namdia. Et on a étalé à la face du monde l'incurie de ce que vous appelez opposition. Et il y a une confusion dans la tête de ceux qu'on appelle opposants. Moi, je suis un opposant. Il faut que je le dise. Mais il n'y a pas un parti politique qu'on appelle opposition. Il a dit qu'il y a 8 candidats d'opposition. Est-ce qu'il peut nous démontrer en quoi ils sont tous de l'opposition? Donc il suffit que quelqu'un, en dehors de Paul Biya, quand il y a une élection, on dit l'opposition. J'ai suivi certains des 8 candidats parler l'autre jour du chef de l'État comme étant un homme très beau. Est-ce qu'un opposant vient à la télévision et dit que le chef de l'État est un homme très beau, est un bel homme? Sauf que c'est avec celui-là qu'il veut faire une grande annonce dans quelques jours. Lorsque l'annonce sera faite 2 secondes après, vous allez vous rendre compte que on ne mélange pas le vinaigre avec le lait. Quand on veut, l'union ne fait pas toujours la force. Il y a un camarade qui a l'habitude de dire. Parce que si nous nous mettons autour de cette table pour vouloir la porter, on peut avoir dans cette union quelqu'un qui appuie la table au lieu de la soulever. Et le public verra qu'il y a l'union des personnes qui veulent soulever la table. Est-ce que l'union de l'opposition, l'unité de l'opposition, ne peut pas se faire comme une armée de généraux? Il y a une unité d'action, c'est possible. Il y a une mouvance populaire, c'est possible, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui, après avoir bu sa bière, reste dans un coin et dit, ok, nous allons faire une coalition. Si vous faites une coalition de 0, plus 0, plus 0, plus 0, même 1 milliard de fois, ça fera quoi? 0. Quand on veut faire une addition pour une coalition, on fait une coalition de force. On peut faire une coalition de faiblesse. Je suis surpris de savoir que si vous avez été conseiller municipal par hasard dans un village qu'on appelle par un Kaélé, conseiller municipal par hasard, c'est-à-dire que dans le jeu de fraude à une élection, quelqu'un avec la proportionnelle, quelqu'un est devenu conseiller municipal. Celui-là, ce parti politique qui a eu un conseiller municipal par accident, estime qu'il est plus fort qu'un autre parti qui a présenté des listes sur plus de 360 communes et qui a eu, par exemple, 700 000 voix. Vous savez que non, puisque nous avons un conseiller municipal, nous sommes très forts. Il faut quand même un peu de pédagogie lorsqu'on parle de politique. C'est ce qui suscite généralement une mouvance populaire, c'est l'espoir. Le peuple s'est mobilisé en 92, pas parce qu'il y avait l'Union pour le changement, mais parce qu'il a vu que, en suivant les discours politiques, en regardant le contexte et les enjeux du moment là, il fallait quand même qu'il y ait le changement. C'était la mode. Il y avait le vent d'Est qui avait soufflé. Mais aujourd'hui, comment insuffler Aujourd'hui, tous ceux qui étaient les tenors de cette opposition sont avec qui? Sont avec le pouvoir.
Donc le peuple a eu le temps de savoir qu'en réalité, il y avait une coalition de personnes, il y avait une coalition de mécontents en rupture de banc avec le RDPC parce qu'ils n'avaient plus les avantages qu'ils avaient auparavant. On connaît, il y a des ministres, y compris un ministre de tutelle que vous connaissez, qui était de cette mouvance-là. Aujourd'hui, il a dit que depuis qu'il est devenu ministre de Paul Biya, M. Issa Chiritouma, qui est mon ministre, a dit que depuis que je suis devenu ministre, c'est la fin de l'opposition. Pourquoi? Mais vous l'aviez présenté comme un très grand opposant. Il ne suffit pas de venir. Que cette affaire de coalition, ce n'est pas le pouvoir qui fait la position de la coalition. Ce sont les politiciens du dimanche qui font la coalition. Ce n'est pas le RDPC qui fait la coalition. Denis, sur ce dernier point, dire qu'on est opposant aujourd'hui ne dit pas que demain on pousse évoluer. Non, non, monsieur, moi, je n'ai pas dit ça. Je veux dire qu'on ne peut pas faire comme si il y a un parti politique qu'on appelle opposition. Non. Il y a des gens qui peuvent être de l'opposition aujourd'hui. Si le RDPC est battu en octobre, il deviendrait un parti d'opposition. Donc on fait croire au Camerounais que Cameroun, tous les partis sont de l'opposition sauf le RDPC. Si le RDPC est battu aux législatives ou à la présidentielle, il deviendra un parti de l'opposition. Donc il ne faut pas que 15%, ça veut dire c'est nous l'opposition, les autres c'est. Merci Denis Kobo. Denis Kobo parlait tout à l'heure des coalitions qui ont échoué, 2004 et 2011. Pourquoi, à votre avis, celle de 2018 réussirait? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on n'aura pas un autre Akame Fumo qui va, au sortir de là, aller dire qu'en fait il était les yeux et les oreilles du chef de l'État? Non, je pense que tout à l'heure, pour édifier toute ma démarche, c'est moi qui ai versé les éléments historiques. Ce n'est pas M. Denis Kobo qui a versé les éléments historiques. Et c'est fort de cette expérience-là qu'on essaie de s'améliorer. Ce n'est pas parce qu'une femme a divorcé qu'elle ne se marie pas. Elle se remarie toujours. Avec le même homme? Je peux dire un mot. Denis Kobo, si tu as une position qui est arrêtée, vraiment on le laisse dire. Okay. Allez-y, je ne comprends pas. J'ai l'impression que Denis Kobo, tu veux faire croire aux gens que ce n'est pas possible. C'est possible. C'est vous qui vendez le vent. Il faut faire attention de dire que c'est M. Kobo. Il faut assumer votre choix. Ne mettez pas Kobo dedans. Je ne suis pas dans la coalition. Denis Kobo, permettez. Dès lors que tu n'es pas dans la coalition, tu ferais mieux dans le dire quand on parle de la coalition. Mais je suis de l'opposition. Alors, vous voyez l'amalgame qu'il y a? Je suis de l'opposition. Il n'y a pas un parti de l'opposition. Je ne suis pas avec vous dans votre opposition. C'est pas la même opposition. Denis Kobo. Je comprends, mais donc vous avez raison de plus que vous taisez. Les téléspectateurs qui écoutent. C'est pas à vous que je m'adresse, je parle aux téléspectateurs. Oui, allez-y, Lerzipan, pourquoi est-ce que la coalition de 2018 réussirait? D'abord, j'ai versé les éléments qui montrent la suffisance. On construit au fur et à mesure et on rectifie. Jusqu'en 2013, les chiffres produits par Elecam n'étaient pas sur la base d'inscription biométrique. Premier élément. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un se retrouve avec 2, 3, 4 cas, c'est parce qu'il a changé de lieu d'inscription. C'est pas que la machine ou le système... Il ne devrait pas avoir une seconde carte. Oui, je veux dire que non. Il aura une seule carte qu'on va mettre. C'est ce que je dis. Je veux dire que s'il change, on ne retire pas l'autre, il n'aura qu'un seul endroit pour voter. Ce qui veut dire que nous sécurisons. Le système s'est amélioré. Premier élément. Nous sécurisons le vote. Ouais, attendez. Je peux dire un mot. Continue. Samuel Mott. Quand vous parlez, on vous laisse parler. Laissez que les téléspectateurs comprennent. Bon, d'accord. Donc, ça veut dire que le système s'est amélioré. Aujourd'hui, quand on dit nous avons 6 886 000 tonnes de poussière, ça veut dire que c'est pratiquement le chiffre. Ouais. À la limite, près, c'est pratiquement le chiffre. Premier élément. Deuxième élément, si on ne fait pas les statistiques, si on ne verse pas les éléments qui concourent à améliorer la position politique, on ne comprend pas. Prenons le cas de l'élection 2011, sur la base que les gens avec des doublons, des triplons, les gens multipliaient le vote par 40, par 50, le monsieur Biya n'a eu dans ces chiffres-là que 3 500 000 voix. Dans ces chiffres, avec tout ce que cela comporte comme coalition. C'est un premier élément. Deuxième élément, quand on ajoute à ça que la dynamique aujourd'hui recherchée par tant le peuple, c'est ce candidat consensuel. Les gens me parlent de coalition. Je n'ai pas parlé de coalition. Je dis un candidat consensuel. Un candidat consensuel dérive d'un programme minimum avec un délai de temps précis. Ça n'enlève en rien la dynamique des partis. Pourquoi? Parce que les partis politiques aujourd'hui sont victimes du fait que le système électoral en lui-même n'est pas de nature à permettre à ce que les partis politiques se développent.
Dès lors, le RDPC, dans sa démarche actuelle, ne peut pas l'accepter de modifier ça pour nous. Donc, tous ces éléments-là concourent. La forme de l'État, la manière de l'économie, tous ces éléments-là concourent en cela. Donc, ça nous permet de déterminer ce programme minimum commun qui permettra en ce que ce candidat consensuel puisse le porter dans un délai de temps très précis pour qu'on puisse reformer l'État et repartir sur les bonnes bases. Maintenant, on avance. On voulait donc continuer une élection. Oh là là. Denis Kwebo. Vous aurez l'occasion de réagir. Vous aurez l'occasion de réagir. Allez-y. Bien. À partir de ce moment, c'est l'offre politique qui crée la dynamique. Ce n'est pas l'intention, c'est l'offre politique. L'offre politique actuelle que fait donc le pouvoir n'est pas de nature à créer une dynamique à sa faveur. L'offre politique de l'opposition permettra en ce que l'on puisse avoir. Et la conférence nationale souveraine de 92 a développé cette offre politique. Si on demandait à quelqu'un qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur de la conférence nationale souveraine, très peu de Camerounais vous diront. En 2004, ça n'a pas marché pour la plus simple raison que la dynamique telle qu'elle a été faite, le choix de l'homme tel qu'il a été fait, a été tranché nécessairement par les Camerounais. Dès lors, vous ne pouvez pas empêcher à ces acteurs anciens, aux acteurs nouveaux, de ne pas prétendre à une fonction présidentielle si tant est que le programme est la seule valeur. C'est pas ce que les Camerounais demandent. Les Camerounais demandent que les choses changent. Et les choses ne peuvent changer pas en se présentant nommément. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la valeur du RDPC telle qu'elle est à l'heure actuelle, si on ne propose pas un candidat consensuel, le RDPC a toute la latitude de l'emporter. Au regard donc de sa puissance, au regard de l'administration qui est à sa faveur, au regard donc de la capacité de pouvoir multiplier, pour ne prendre qu'en dernier en date, la modification des lieux de bureau de vote. Que fait l'opposition de ces lieux-là? On ne peut pas parler en rang dispersé. Donc autant de choses sur lesquelles il faudra donc qu'on arrive à pouvoir coaliser dans l'idée de pouvoir dégager un candidat consensuel qui porte ce projet pour que les Camerounais puissent rêver une fois de plus. Maître n'est pas d'accord? Je pense que nous avons passé du temps à désinformer les Camerounais. Je le dis pourquoi. Coalition, élection à 2 tours, tout ça, nous comprenons que le régime en face n'est pas prêt à jouer franc jeu. C'est-à-dire... Et tout ça peut être résolu par les Camerounais eux-mêmes. Je pense que c'est mieux de mettre l'énergie à éduquer les Camerounais. Quand nous parlons de 6,5 millions, imaginons que nous avons plus de 6,5 millions, 8 millions, 9 millions. C'est un avantage. La personne qui a peur des élections, c'est le régime. Et il fait tout pour que vous ne venez pas, vous ne vous rapprochez pas des élections, que les Camerounais ne se rapprochent pas des élections. Je pense que c'est là où on doit mettre l'énergie. Et venant à l'élection du 7 octobre, je ne sais pas, peut-être on ne m'a pas compris ici, nous savons déjà comment pensent ces candidats et qu'à la fin, personne ne va céder. Parce que tout le monde est là, beaucoup sont en mission. Nous ne voulons pas le dire ici. Personne ne va céder. Donc, au lieu de parler de ça et décourager les Camerounais de ne pas aller voter le 7, pensant que s'il n'y a pas large consensus ou coalition, on ne doit pas aller voter, je préfère dire aux Camerounais, préparez-vous, sortez. La clé de ce succès est dans vos mains. C'est les Camerounais qui doivent participer à tout moment, à chaque élection, pour remédier à la situation de ce pays. Donc, quand on nous parle de coalition, tout, c'est pour nous endormir. Allez-y, Samuel Botte. Je voudrais tout simplement encore reprendre l'esprit de la Constitution que M. Hilaire Zipan venait de lire tout à l'heure, c'est de pousser les gens à faire la coalition avant l'élection. Je suis également heureux d'entendre de sa bouche que le système électoral est de plus en plus sécurisé. Là également, en ce qui concerne la Constitution, c'est une majorité RDPC qui l'a voté. En ce qui concerne effectivement la sécurisation également, c'est le pouvoir RDPC qui est à la manœuvre pour que ça puisse être bien entendu sous la pression. Je peux le concéder comme il faut peut-être qu'il fasse un peu plaisir. On va découvrir le RDPC prix Nobel de la paix. C'est également le RDPC qui le fait. Et ça, c'est à retenir. Mais je dois également vous dire, en ce qui me concerne, je considère que le discours de mon cher ami Hilaire Zipan est plein d'utopie. Parce que quand il dit nous voulons un candidat consensuel à 1 mois de l'élection, c'est totalement utopique. Quels sont les critères qu'ils vont utiliser pour choisir ce candidat? Parce que le programme, tout simplement, n'est pas le seul souci. Effectivement, quand on rentre dans une coalition, là-bas, c'est qu'effectivement, on bâtisse un programme consensuel. Vous avez vu les difficultés qu'il y a à faire de primer à l'intérêt des partis. Là, je ne vous parle pas seulement de l'environnement camerounais. Hein. C'est-à-dire que même dans les pays pour lesquels nous avons plein de je ne sais pas moi,
d'envie en pensant que c'est le système le plus sophistiqué, raffiné. On voit très bien que lorsqu'il y a une élection à l'intérieur d'un parti qui a été organisé, que ça ne plaît pas à l'un ou aux autres, les bourgeois commencent à sortir pour pouvoir discuter à la qui a gagné. Lorsque vous commencez à faire bâtir une coalition à 2 mois de l'élection, à quoi de vous entendre? Effectivement, vous allez voir, hein, continuer à faire les discussions, il est. Le jour où vous allez dire c'est le candidat lambda qui est notre représentant, tous les autres vont se détourner en disant non, 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 je n'étais pas d'accord avec les consciences ainsi de suite. Tout ça, mais je demeure convaincu que dans le système à un tout, la coalition est un passage obligé. Parce que lorsque vous avez un candidat qui a une forte implantation, qu'il soit un candidat du pouvoir, si vous voulez le challenger, la meilleure façon, ce serait de dire on se met ensemble, déjà pour, mutualiser les moyens, pour sécuriser davantage l'élection, mais également pour faire en sorte d'éviter la dispersion des voix. En 1992, effectivement, à ce cas-là, ça a plus ou moins bien marché, puisque le candidat EDPC a été mis en ballottage. Il a certes gagné, mais il a été mis en ballottage. Après, les coalitions n'ont plus jamais marché. Tout simplement parce que quand on a commencé la discussion, même qu'ils sont en train de nous dire de manière idyllique, idéaliste, que nous disons sur le programme, en réalité, en fin de compte, c'est qui va être le représentant de cette coalition-là demain. Et à partir du moment où la coalition va être, le représentant va être désigné, vous allez voir que tout le système va se disloquer. Merci, messieurs. On va prendre la transition et on parle du second sujet. Transition. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des élites du sud-ouest ne se reconnaissent pas dans la radicalisation sur le terrain. La Southwest Elite Association, une association réunissant des élites du sud-ouest, a tenu une réunion le 11 août dernier à Yaoundé. Au terme de la dite réunion, ces élites ont rejeté la montée en puissance des violences sur la région du nord-ouest. Que pensez-vous de cette sortie d'Eni Kwebo? C'est assez complexe de prendre le problème comme ça. Et la difficulté que j'ai souvent, c'est de proposer que toutes les analyses, pour qu'elles marchent, soient des analyses factuelles. Tant qu'une analyse n'est pas factuelle, ça n'aide pas à comprendre. Vous voulez parler de la SUELA. C'est une organisation parmi tant d'autres. Et je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a une situation politique donnée, lorsqu'il y a une situation de crise, les positions doivent être claires, tous les discours doivent être sans ambiguïté. La crise anglophone et le problème national camerounais souffrent de l'ambiguïté du discours politique. Si les acteurs politiques se prononcent clairement sur chaque question, si les candidats à une élection présidentielle se prononcent clairement sur chaque question politique, sociale, culturelle, sans démagogie, ça peut aider notre peuple à se déterminer, ça peut aider notre pays à avancer. Donc, il y a une crise et à un moment donné, compte tenu de la tournure des événements, une partie des élites à ne pas confondre avec la population. Et c'est une question, quand on dit opposition, opposition, c'est les généraux. Ce n'est pas les électeurs. Élite, c'est encore des généraux. Ce n'est pas la population. Moi, j'estime que lorsqu'il y a un conflit, le discours qui est le plus crédible et recherché, c'est celui des acteurs. Ce n'est pas celui des orifices, des artifices. Ce que nous voulons savoir, c'est que pensent les acteurs. Et pourquoi est-ce que c'est à un moment précis seulement que telle ou telle élite se prononce, alors qu'elles ont refusé par le passé de se prononcer aussi clairement? Est-ce que c'est la direction du vent qui détermine ces positions? En tout état de cause, j'estime qu'il est bon qu'on sache clairement quelle est la position d'abord des élites du sud-ouest dans cette crise. C'est bon qu'on sache quelle est la position. Il est bon aussi qu'en même temps, qu'on profite de l'occasion pour demander quelle est la position des élites du nord-ouest dans cette crise.
quelle est la position de chaque élite politique. Parce que ça ne pas, le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas un autre pays, c'est le Cameroun. Il faut qu'on sache exactement ce que chacun en pense. Or, quand il y a eu le début de cette crise à l'université de Buea, on était sur ce plateau pour condamner le fait qu'on ne peut pas, les soldats ne peuvent pas aller dans des chambres d'étudiants, sortir des gens, demander aux jeunes filles de manger la chiotte parce qu'il y avait une révocation sur une affaire de 10 000 francs. Et entre-temps, parce que nous condamnions cette violation flagrante des droits de l'homme, les avocats sont venus avec des revendications corporatistes, des anciennes revendications corporatistes. Plus tard, c'était plus ça. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on entendait? Moi, j'étais ici avec vous sur le plateau. On a eu beaucoup de gens qui avaient pour seul fond pour des discours politiques, c'est que... Il n'y avait pas de problème. Soit il n'y a pas de problème, soit qu'il y a beaucoup de problèmes. Même ceux qui étaient à la source des problèmes là, venaient dire que vraiment, il faut écouter les anglophones. Sauf que tout le monde veut qu'on écoute les anglophones, alors que personne ne veut en réalité les écouter. Il y a des élites politiques du nord et du sud-est qui ont déjà tiré beaucoup d'avantages de cette crise. Et aujourd'hui, parce que sur le plan militaire, peut-être, l'armée camerounaise a repris la main, il y en a qui commencent à dire non, nous on n'était pas là-dedans. J'ai à une occasion essayé de demander pourquoi est-ce que les ministres du Sud-Ouest ne se prononcent pas sur la crise? Pourquoi est-ce que les sénateurs, les députés ne se prononcent pas? Pourquoi est-ce que les premiers ministres ne disent rien de cette crise? Personne. Pourquoi ils ne disent rien? C'est que si ça marche, nous sommes anglophones, nous sommes marginalisés même au gouvernement. Si ça ne marche pas, c'est le Nord-Ouest qui fait le désordre. Si ça ne marche pas, ce sont les ambazoniens. Nous ne sommes pas ambazoniens. Il faut que vraiment chaque élite politique... Mais pensez-vous que la sortie... Il faut que chacun se détermine la sortie de la Souela résume clairement, je veux dire, les aspirations de la population. C'est ce que la population pense, selon vous? Vous savez, nous sommes un pays de beaucoup d'hypocrisie. Je rappelle que justement, vous êtes un ressortissant du Nord-Ouest. Exactement. Je parlais de l'hypocrisie parce que nous savons exactement ce qu'on doit faire. On ne le fait pas. Et on veut le résultat de ce qu'on doit faire. Rentrons un peu d'ici il y a près de 2 ans. Quand on disait qu'il n'y avait même pas de problème. C'est ce qu'on disait. Et ce problème s'est enlissé. Maintenant, on a des violences que nous condamnons des deux côtés. Personne ne veut la violence, ce qui est vrai. Au lieu de chercher, on a même arrêté certaines personnes. On est allé déporter des gens du Nigeria pour ici. On parle du dialogue. À l'heure où Suel avait la réunion, il y a aussi l'autre hier, je crois, il y a quelques jours aux États-Unis et partout au monde. Ces gens-là parlent au nom des anglophones. Nous venons ici, le cardinal veut aussi organiser quelque chose au nom des anglophones. Il y a des gens qui refusent. Donc finalement, nous voulons parler avec qui? C'est ça le problème. Pourtant, ces gens-là, on peut tous les réunir. Même si il n'y a pas de sujet tabou. Mais quand on sort encore que la Souela ne se reconnaît plus dans non, mais dans quand la cette Souela sort plutôt même pour attaquer, parce que vous ne parlez plus loin de ce qu'ils ont dit, et puis pensent que c'est les gens qui sortent d'ailleurs. C'est pour dire que c'est les gens du Nord-Ouest. Comme il y a un ancien gouverneur, père à son âme, qui a mené la notion du Kamnogo, qui n'a pas prospéré. Parce que ces gens-là, entre les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il n'y a pas de problème. Mais c'est les élites, soi-disant élites, qui cherchent toujours. Maintenant, quand tout le monde veut chercher, tout le monde veut déclarer le soutien, tout le monde, on arrête, on fait des réunions pour dire que non, c'est les autres. Non, je voulais dire que c'est le dialogue. Et tant qu'on veut aller au dialogue, et on sort déjà, on nous dit qu'on ne peut pas toucher la forme de l'État, je vous jure, ça sera difficile. Parce que c'est ça le problème. Depuis des années, depuis 61, 72, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc, et ce dialogue, il y a des gens qui sont prêts à le faire. On ne veut pas les écouter. On envoie des émissaires tout le temps. Voilà, nous sommes là où nous sommes. Et nous continuons avec c'est regrettable d'entendre, par exemple, quand on va sortir un chef traditionnel de l'église, on tue. Personne n'est content quand on entend des choses comme ça. Et il y a des gens même qu'on n'entend même pas parler tous les jours. Mais c'est regrettable que ça se passe. Et tout ça a lieu pendant un règne de quelqu'un, de 36 ans. Donc, les responsabilités sont claires. Hilaire Zipan, comment est-ce que vous analysez cette sortie de la Souela Maître? On parle en termes de positionnement. Vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette désolidarisation des élites du Sud-Ouest? Les actes politiques sont des conséquences, soit parfois historiques,
soient parfois des événements conjoncturels. Les actes politiques. Et je pense que quand on visite suffisamment bien l'histoire, on comprend parfois les conséquences. On connaît bien les acteurs majeurs qui ont exercé dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Ndele, Mouna, Foncha, Moukete, ce sont les acteurs majeurs. On connaît le résultat des référendums. Le sud-ouest n'était pas voté autant que le nord-ouest pour la réunification. Il faut le dire aux Camerounais. Et ne pas le dire, c'est justement ça qui crée des problèmes. Mec, il faut dire la vérité aux Camerounais. Les gens du sud-ouest ont été suffisamment réticents. Parce que le référendum est passé autour de 72%. Il faut le dire. Et les plus nombreux sont les gens du nord-ouest. Il faut le dire. Et les gens du sud-ouest ne supportent pas que Foncha ait négocié tout seul avec Ahidjo. Il faut le dire. Et ne pas le dire, c'est très dangereux. Et maintenant, une fois que j'ai dit les faits historiques, quels sont ceux qui gouvernent les deux régions? Quels sont ces partis qui ont les partis dans les deux régions? Le SIF et le RDPC. Au nord-ouest, c'est le SIF. Maître, qu'avez-vous fait? Comment avez-vous abordé le problème? Quelle question? Au sud-ouest, c'est le RDPC. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous abordé le problème? Voilà la vérité. On ne vit pas dans le même pays. Non, on vit dans le même pays. J'interroge les téléspectateurs. Et sur la forme de l'État, il n'y a pas de problème. Nous, au mouvement progressiste, nous sommes été clairs. Depuis 1996, lorsqu'on a adopté la nouvelle constitution, en 1996, le mouvement progressiste a dit qu'il est pour le fédéralisme. Net et clair. Parce que l'évolution de notre société l'a dit. On était repli que du Cameroun, repli que fédéral du Cameroun, repli que unitaire du Cameroun, repli que du Cameroun, dont le débat de la forme de l'État ne peut pas être un problème. La responsabilité, c'est ceux qui sont là, aujourd'hui, qui assument. Et ceux qui assument la gestion des populations du Nord et du Sud-Ouest, c'est le SIF et le RDPC. En quelle mesure? Parce que vous êtes des élus. Je vous prends un cas très simple. Laissez que j'y arrive. Laissez que j'y arrive. N'est pas dans notre monde. Lorsque vous avez une communauté urbaine comme celle de Bamenda, où vous avez un délégué du gouvernement nommé par le pouvoir en place, et vous avez des grands conseillers du SIF qui valident toutes ces bêtises, qui assument. Lorsque vous avez le délégué du gouvernement de Kumba, et vous avez une commune du SIF, et qui fait des bêtises, qui assume. Lorsque vous avez Limbe qui assume. C'est ça la responsabilité. Et vous venez dire là que c'est le RDPC seul. C'est pas ça la responsabilité. Vous êtes conseiller. La capacité. J'y arrive. La force de conseil, monsieur. J'y arrive. Ici à Douala, j'y arrive. Laissez que les téléspectateurs comprennent. J'y arrive à Douala. Ici à Douala, lorsque le délégué du gouvernement fait des bêtises, et que la mairie et que le SIF a des grands conseillers, quelles sont leurs positions? Et là, je parlerai de moi. Moi, il est hésitant. Je n'assume pas les bêtises du délégué du gouvernement. Je suis le seul parti politique. Nous sommes le seul parti politique qui avons entraîné le maire de Douala Premier aujourd'hui au TCS pour détournement des deniers publics. Si vous l'aviez fait pour autant, les populations n'en seront pas là. Donc, pour dire que le problème, c'est qu'il y a des responsables. On ne peut pas avoir un problème ex nihilo. Ça n'existe pas. Il y a des responsables. Il y a des démarches historiques qui sont des conséquences. Il y a la responsabilité de ceux qui sont en charge de la responsabilité de l'État à l'heure actuelle, qui gèrent les municipalités, qui gèrent les communes, qui sont ministres. Et il y a également celle la plus pesante, celle du RDPC. Parce que c'est à lui qui est garant des biens et des personnes. Vous voyez qu'elle est graduelle. Et pour sortir de la situation, je suis d'accord avec vous, il faut un dialogue. Mais pour faire un dialogue, il faut des interlocuteurs légitimes. Je vois, il y a un monsieur qui se promène sur les plateaux de télévision. Je dis bien un monsieur qui s'appelle Simon Mounzou. En 1996, lorsqu'on faisait le fax pour modifier la Constitution, demandez-lui son rôle pour avoir adopté la décentralisation. Voilà ce que je voudrais dire aux Camerounais.
Samuel Motte, Hilaire Zipan le faisait savoir lors du référendum dans le sud-ouest, il n'était pas en majorité pour la réunification. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement, ce retournement de veste? Quand vous entendez les interventions de Hilaire Zipan, j'ai tendance à sourire un peu parce que c'est très bien parti pour le candidat consensuel. Hein. Parce que, non, attendez. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas se dire les vérités en face. Allez-y. C'est justement ces vérités-là qui permettent d'avoir ce candidat consensuel. Je les prends pour moi. Sauf que lorsqu'on va... Une seconde, s'il vous plaît, pour dire quelque chose. Vraiment, une seconde. Pour dire que la balle, vraiment, elle est tout à fait bien. En RDC, en République démocratique du Congo, les gens ont déposé leur candidature. Les gens sont en train de négocier pour un candidat consensuel à l'intérieur d'une plateforme. Allez-y, monsieur. Dans votre histoire là, allez-y, monsieur, on va y arriver. Où j'entends FDSF taper lourdement sur Libye, en train de taper sur Camto, toi-même, il est Zipan, toi-même, Alain Zipan, en train de massacrer. Non, on ne massacre pas. On dit les vérités. On ne massacre pas. Pas sur quelqu'un d'autre. On ne tape pas sur quelqu'un. Ok, très bien. On ne parle pas de l'élection. Quand la campagne va commencer, les données historiques, on ne parle plus de l'élection, messieurs. On a fait pour le RDPC. On revient justement sur le retournement de veste du sud-ouest. Là, vous soulevez une information historique que lui-même a donnée tout à l'heure, c'est de dire en réalité que ce primordialisme-là est un primordialisme artificiel, puisque le sud-est, si je prends ces statistiques, le sud-est n'est pas enclin à voter pour la réunification, parce que ça a été négocié par quelqu'un qui n'est pas de leur. Donc ce primordialisme-là anglophone, en réalité, il est tout à fait artificiel. Et on était nombreux à dire, depuis un moment, que ce primordialisme artificiel-là ne survivra pas longtemps et ne pourra pas avoir autant de longévité qu'un primordialisme naturel qui est celui fondé sur les ethnies. En quoi est-ce qu'un Bakweri va se sentir plus proche de quelqu'un qui vient du sud-ouest que de se sentir plus proche de quelqu'un qui vit dans le littoral? Et ce que vous enregistrez aujourd'hui comme étant une question, c'est une évolution normale. Parce que c'est primordial, si c'est ce qu'on veut, mais en réalité, mettons de côté ce terme-là, c'est du communautarisme qu'on est en train de construire. Et c'est tout à fait normal qu'effectivement qu'on rentre dans un communautarisme encore plus naturel. Et que je le prends pour moi ici, je le prends plus ou moins en jubilation, de voir effectivement que ce front-là qu'on a voulu nous dire qu'étant indivisible, il commence à se disloquer. Parce que nous sommes en train de bâtir une nation. Là, nous sommes en situation électorale. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un peut avoir un destin national qu'il veut fonder son action sur une communauté bien précise? Le président de demain, ce sera une personne qui pourra parler de la même façon aux gens qui sont au littoral, aux gens qui sont à l'extrême nord, aux gens qui sont au nord-ouest, aux gens qui sont au sud-ouest. Cette histoire-là qu'on a essayé de monter, mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas seulement un gain de positionnement comme un certain nombre de personnes, mais effectivement, des fois également, on peut faire une analyse froide pour pouvoir dire à un moment donné, peut-être, effectivement, c'est peut-être bien de poser un certain nombre de problèmes, il faut qu'on les a posés, il faut quand même qu'on se calme un peu parce que l'avenir du pays n'est pas de ce côté-là. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Il a parlé tout à l'heure que lorsqu'on a soulevé les problèmes, les gens en ont profité effectivement pour prendre un certain nombre de positions. Ces positions-là se prennent également au détriment d'autres communautés. Et ne pensez pas qu'aujourd'hui, demain, les gens ne vont pas se souvenir qu'ils ont perdu tel ou tel pan de leur autorité, tout simplement parce qu'il y a une revendication qui a été posée et qui a chamboulé la donne. Si nous voulons construire une société harmonieuse, on s'assoit effectivement autour d'une table, on discute et on trouve des solutions ensemble. Ce n'est pas des solutions où on met le pistolet à la table du voisin pour pouvoir dire si tu ne me donnes pas ça, tu meurs. Et dans ce cadre-là, effectivement, je peux comprendre qu'en toute logique, les esprits sont apaisés au sud-est. Et on commence à se poser des vraies questions en disant, est-ce que la donne est celle-là? Et maintenant, ne dites pas c'est le RDPC, et même si c'était le RDPC, effectivement, c'est de bonne guerre, parce que dans le cas d'espèce, effectivement, quand on parle de la décentralisation, aujourd'hui, on pense qu'on le pose en termes contre le RDPC. Quand on parle de régionalisme, on pense que c'est contre le RDPC. C'est tout à fait normal également que le RDPC essaie de poser ses pions. Mais, de manière naturelle, on s'attendait à cela. Et encore pour revenir et résumer, ce primordialisme-là, artificiel, qui est fondé sur l'anglophonie, qui va même à l'encontre de toute l'évolution historique du Cameroun, ne
pouvait pas survivre face à un primordial naturel qui est celui effectivement que les peuples sont plus ou moins homogènes en fonction de leur constitution historique. Les peuples peuvent être également se détester parce qu'effectivement il y a tel ou tel passé. Dans le cas de ce qui se passe là, je crois que c'est une très bonne évolution et cette évolution a été attendue. Quel peut être justement l'impact de cette évolution sur la crise en conflit? Alors, je disais tout à l'heure que là, M. Moda a développé un pan, mais les informations qui sont les miennes montrent bien qu'il y a des motivations profondes. La première motivation profonde, c'est que le rapport de force a basculé entièrement. Ça a basculé entièrement. Et c'est pour ça que, contrairement à ceux qui font l'unanimisme, j'ai condamné l'initiative de M. Monzou et du cardinal Tommy, parce que c'est des initiatives biaisées. Et au moment où on attendait cela le plus, les gens étaient en embuscade. Lorsqu'ils voient la tendance, ils veulent, comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire, parce que moi je suis en train d'étudier l'histoire, je suis content que les gens parlent d'histoire ici. Il y a des gens dont on connaît le parcours, des gens qui ont toujours été des tireurs de pénalty, c'est-à-dire qu'à la fin, ils viennent. Et c'est comme ça qu'ils se sont prépositionnés. Ils ont gardé le calme. Lorsque vous avez dans votre maison 2 de vos enfants qui luttent, l'aîné et le cadet, le silence des parents vaut soutien au plus fort. Clair. Et lorsque la crise, dans sa phase de violence de toutes parts, avait, je vais dire, été à son pic, les gens étaient tous en embuscade, d'un côté comme de l'autre, ils disaient rien. Si ça bascule ici, voici ce que nous dirions. Si ça va de l'autre côté, nous dirions ceci. Au moment où, parce qu'à l'époque, les forces camerounaises, les forces ne s'attendaient pas aux événements qu'il y a eu sur le terrain. Lorsqu'on a vu nos frères et sœurs anglophones sortis dans les 2 régions avec l'arbre de la paix pour revendiquer justice, tout le monde a dit, mais tous ceux qui sont épris de justice sont sensibles. Lorsqu'on a l'arbre de paix, vous n'avez pas à leur opposer les armes. Mais dans la phase où on a commencé à égorger les gens, enlever les sexes des militaires, placer sur la table avec des gens qui applaudissaient en disant que les anglophones ont raison, c'était une confusion entre maître et anglophone. Pourquoi maître est en train de parler avec les francophones ici? Tout le monde sait que maître ne va pas égorger un francophone s'il ne s'est pas venu ici. Il n'a pas peur d'être égorgé par un francophone. C'est pour ça qu'il est là. Mais le fait que les gens aient assumé des actes d'atrocité de part et d'autre a compliqué la donne. Et au moment déterminant, parce que le rapport de force change en fonction des stratégies, lorsque l'armée camerounaise est montée en puissance, on a vu ceux qui sont les champions de la récupération, les gens qui critiquent bien le jour et la nuit ne critiquent plus bien, sont revenus à de meilleurs sentiments en voulant jouer au messie de la paix, au messie du dialogue. Nous, dès que ça a commencé, on peut compter ceux qui ont demandé le dialogue dès le premier jour. Vous terminez, Denis. On peut compter ceux qui ont demandé le dialogue à condition que ce soit eux qui soient appelés comme facilitateurs de ce dialogue. Nous avons discuté sur les plateaux de télévision ici de cette surenchère qui a donné naissance à la commission, soi-disant du multiculturalisme, quelque chose. À la une des journaux francophones, oui, tel Abom Adjoui, vraiment, il parlait bien du plan anglophone. Parce qu'il attendait son décret. Depuis qu'il a eu le décret, vous avez vu encore une colonne dans Mutation ou dans Le Jour ou dans Le Messager? Il n'y a plus de colonne. Il y a tout le fond du Koualé qui, de temps en temps, prend sur lui maintenant d'agir pour le comité de cette commission. Parce qu'on n'entend plus les autres. Les autres ne voulaient qu'une nomination. Quand on dit qu'il faut dialogue national, les Camerounais, vous savez que s'il faut dialogue national, il y aura 14 milliards ou 15. Et on va faire 5 jours à Yaoundé. Chaque personne qui va participer à ce dialogue aura 1,5 million ou 2 millions. Mais personne ne veut. Moi, à titre personnel, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont des milliers de Camerounais comme nous. On n'a pas besoin d'être membre d'une commission pour dire que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont besoin de vivre ensemble dans une communauté de destin, dans la justice sociale, le bien-être partagé. Si vous voulez qu'on vous nomme pour que vous penchiez pour un camp ou de l'autre, si vous voulez qu'on vous amène à aller organiser une conférence, quand un privé
prend sur lui 2 privés ou 3 particuliers, qui créent un comité de sursaut national, comme dans le cas comme c'est comme sur pied lorsqu'il y a un coup d'État, pour aller réunir les anglophones, sachant qu'ils sont incapables de réunir tous les anglophones, sachant que il y a des voix discordantes qui vont naître comme celle-là. On sait qu'il s'agit du positionnement. Il faut que les Camerounais arrêtent la surenchère, qu'on mette le pays au-dessus de nos intérêts. Nous tous. Il n'y a aucun Camerounais qui peut être au-dessus de son propre pays. Donc tous ces discours conformistes ou ces discours ambigus consistent à rechercher un peu de position de pouvoir. Hilaire Zipan, sur la même question, pensez-vous que cette sortie puisse avoir un impact sur la crise en termes d'apaisement? Non, c'est pas qu'elle va avoir l'impact. Le contexte justifie certainement la communication de ceux-là, des uns et des autres. On va à une élection. Donc, par conséquent, il faut soit trouver des stratégies, soit pour coaliser les votes au point de vue de sa communauté, soit pour donner des indications au niveau de la communauté internationale, soit pour donner des indications à l'endroit du chef de l'État. Tout cela rentre en ligne de mire au moment où on analyse. Mais il faut retenir que dans la crise anglophone, il y a quand même que la logique de la langue anglaise est différente de la logique de la langue française. Ça, je les concède, ça, je les comprends. L'anglophone revendique pour la plupart. Le francophone se plaint. Non, moi, dans la philosophie. Je revendique tous les jours. Oui, non, mais Denis Kobo, il a dit pour la plupart. Denis Kobo, il a dit pour la plupart. Non, c'est un cliché. C'est un cliché qui n'est pas bon de passer sur un plateau de télévision. Il y a des Camerounais qui sont battus en 92 avec Hilaire pour que ce pays se change. Ces Camerounais étaient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que nous, on peut soutenir que c'est celui qui parle la langue anglaise? Merci Denis Kobo. Hilaire Zipan, allez-y. Non, c'est pas vrai. Hilaire Zipan, allez-y. Il y a que l'intégrité territoriale de notre pays est défendue par l'ensemble des Camerounais. Lorsque le problème de Bakassi s'est posé, c'est le soldat du nord qui allait défendre Bakassi, c'est le soldat de l'est qui allait défendre Bakassi, défendait l'intégrité territoriale. Donc, tout ceci montre à suffisance que les Camerounais, dans leur globalité, sont tout à fait d'accord que le Cameroun est un et indivisible. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu. Il y a les problèmes de gouvernance, qui sont des problèmes majeurs. Il y a que le pays est dans une situation extrêmement critique. Samuel Motte semble nous dire avec beaucoup d'aisance qui sont bien placés. Quand ils ont amené le chaos, ils ne sont pas bien placés. Parce que c'est sur eux qu'on a eu Boko Haram. C'est sur vous, Samuel Motte, qui est à la crise anglophone. Pourquoi n'avez-vous pas anticipé dans la capacité de pouvoir prévoir le problème? Et je vais plus loin. Je vais plus loin. Lorsque on a découvert la crise anglophone, je vous le dis, M. Samuel Motte, dans la revendication des enseignants, le dépôt du mouvement de grève avait duré 1 an au ministre, chez le ministre des enseignements secondaires, BAPES. 1 an. Pendant 1 an, rien n'a été fait. Et lorsqu'on a voulu résoudre un problème, je parle sous le contrôle, bien entendu, d'un avocat, pour venir instaurer le common law à la précipitation telle qu'elle est faite à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que c'est de nature à résoudre le problème anglophone. On a même encore plus compliqué qu'avant. Je dis le common law tel qu'il est pratiqué à l'heure actuelle, il est même plus compliqué qu'avant. Quand vous allez le visiter, cela veut simplement dire que lorsqu'on réfléchit ou lorsqu'on a en responsabilité du pays, on anticipe, on ne subit pas. Et alors, il faut qu'on change cette équipe, l'équipe que vous voulez nous présenter là, parce que vous subissez les événements. Vous n'anticipez pas sur les événements. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Quand on voit les ressources globales, je chute là-dessus, vous aurez votre temps de parole. Quand on voit les ressources que nous avons, on peut comprendre parfois l'expression violente que les uns et les autres utilisent. Parce que dans l'horreur, il n'y a pas d'hierarchie. Je condamne cela avec la dernière énergie. On ne comprend pas qu'on peut être un homme raisonné et agir par violence. Ça, on le comprend. Et je pense que ce qu'il y a lieu de faire, M. Samuel Motte, c'est que ce pouvoir, celui qui est en place à l'heure actuelle, qu'on le remplace. Parce que c'est des hommes du passé qui sont dépassés, qui n'ont plus de solution. Allez-y, Samuel Motte, avant non, mais justement, je n'ai chaque fois quand il est pas intervenu, j'ai comme l'impression qu'il prend les pans de l'histoire qu'il arrange, il veut en faire
Mais de je suis vérité un politique. absolue. Oui, des solutions. Je suis un politique. Prenez le non, pan qui non, vous bien semble sûr. meilleur. Quand tu parles Je suis un d'anticipation, politique. honnêtement, de l'évolution de la common law, c'est parce qu'effectivement qu'on était dans l'anticipation que le point de la common law s'est posé. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas trouver un système juridictionnel propre au Cameroun? Et on attend pas depuis Et 58 dans le ans pour cas le faire. d'espèce, effectivement. On attend pas Attendez. depuis 58 ans Non, pour non, le faire. et dans le Depuis 58 ans, on attend quoi? Dans le cas d'espèce, écoutez-moi. C'est faute de professeur de constitutionnel. Écoutez-moi Il bien. hésite, hein. Et dans le cas d'espèce, effectivement, c'est parce qu'on a voulu faire évoluer les choses que. À votre rythme. Non, on le Il dit. hésite pas. Vous étiez C'est parce pourtant qu'on a calme voulu depuis faire. le début de Il n'est pas l'émission. calme. À votre rythme. Il hésite pas, vous permettez. Mais quand il a Allez-y. son ami sur le plateau, il n'est jamais calme. Son ami que je suis. Bien sûr. Mais ça l'endemain. C'est parce qu'effectivement, là, dans le cas d'espèce, on a voulu faire évoluer les choses, qu'il y a eu levé de boucliers en disant nous voulons déstructurer notre système. Mais là également, ça a été une réaction malhonnête. Parce que avant ça, il y a d'autres évolutions du droit qui leur ont été bénéfiques, faites sous leur chemin. Les francophones ne sont pas soulevés pour cela. Le système pénal aujourd'hui, tel qu'on le développe, le code de procédure pénale, maître, il est d'inspiration anglophone. C'est vrai. Ah, pourquoi est-ce que les francophones ne sont pas soulevés en disant on est en train de bousculer tout notre Non, parce que vous système de trouvez votre fonctionnement? compte, vous aimez ça. Et ça vous arrange. Ce qui veut, mais ce qui Maître veut- Samuel- mais- Samuel mais- le termine. mais justement, mais voilà justement le problème. Pourquoi est-ce que les francophones de temps en temps peuvent trouver le bonheur dans le système anglophone et vous dites jamais on ne trouvera jamais notre bonheur? Nous Parce trouvons que aussi chaque fois beaucoup. on a voulu rapprocher les deux systèmes, ils ont dit non, c'est parce que les autres mais veulent non, nous là, c'est mal. nous- Je vote pas le problème. Non, non, c'est bien ça. Je parle de l'évolution des crises, notamment la crise anglophone. Elle commence du fait effectivement qu'on va anticiper en disant on ne peut pas dire que lorsque j'ai un contentieux civil avec un anglophone à Douala, que l'on puisse commencer à s'interroger pour savoir le droit qui lui est applicable. Et dans ce cadre-là, que l'on soit au Cameroun, en Gaoundé, Bertoua, chez moi, Iboti, à partir du moment où j'ai un conflit, il doit être géré de la même façon. Unifier les... C'est parce que justement, on a voulu unifier les deux systèmes qu'effectivement, qu'il y a une levée de bouclier en disant nous avons tellement de privilèges du côté de la common law que pour rien au monde, il ne faut jamais rien casser. Et là, effectivement, ça se densifie parce qu'effectivement, ce problème-là, je suppose qu'il y a un problème tout bête. Quand vous dites effectivement que la common law d'un côté et le droit civil de l'autre, le jour où j'ai un contentieux, c'est un problème bête que chaque fois est posé parce qu'il correspond bien à ma petite façon de raisonner. Quand j'ai un problème avec un anglophone à Douala, on le juge sur la base de quoi? Lorsque j'ai un contentieux, on ne va pas me dire à Boyan, on ne va pas me dire tu rentres d'abord à Douala, on va essayer d'interroger le code civil. Et dans le cas effectivement de l'évolution du code pénal, quand on a trouvé moyen de le mettre en place, vous trouvez que effectivement ça ne va pas très vite. On a essayé de rapprocher. Et très souvent, on a fait beaucoup d'empreintes du côté des anglophones. C'est toutefois que les francophones aient à se plaindre. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on a voulu faire évoluer les choses, il faut absolument préserver ce qui est fait quelque part? En quelques secondes, parce que maître, en quelques secondes. Pour aider, je dis qu'il y a un glissement terrible. C'est pour ça que là, je n'ai pas voulu cette affaire des anglophones qui revendiquent plus que les francophones. Je veux dire quelque chose. Lorsqu'un Camerounais va s'installer en Russie pour faire ses études, quelle est la loi qui s'applique à lui? La loi russe. C'est la loi russe. Ah. Le Cameroun, nous l'avons dit ici également, et beaucoup de Camerounais l'ont dit. On peut avoir un pays, deux systèmes. Et ça va profiter, oui. Quand je vois le nombre d'enfants, venez. Quand vous voyez le nombre, je viens, Monsieur, quand vous voyez le nombre d'enfants, Samuel on peut avoir un pays, deux systèmes. Quand vous voyez le nombre d'enfants francophones envoyés dans les zones anglophones pour étudier dans le système anglo-saxon, vous comprenez qu'il y a un problème. Moi, j'ai étudié au Niger. Je viens. Samuel Mott. C'est pas Samuel Mott dans la zone francophone. Samuel Mott. Nous étions au Nigeria avec une très forte communauté camerounaise sous le NUX. Le NUX, c'est l'association des étudiants camerounais du Nigeria. Et dans le NUX, il n'y a pas de francophone, il n'y a pas d'anglophone. Nous sommes au Nigeria, c'est le système anglo-saxon, c'est le système qui est le mien. Donc on peut faire, quand on dit un pays, deux systèmes, le Cameroun, par la force de l'histoire, a connu deux systèmes qui font que partout où on part, on est toujours devant. Lorsque vous êtes arrivé, lorsqu'un Camerounais arrive en Zambie, il n'a pas besoin de traducteur généralement. L'anglophone camerounais en Zambie n'a pas besoin de traducteur lorsque c'est un francophone, on parle en français. Le Camerounais francophone qui est en Zambie ou qui est au Nigeria,
dans un colloque international, les gens nous distinguent toujours. On dit, ben, ces Camerounais-là, il n'y a que le Canada. C'est pour ça que nous sommes allés au Commonwealth, nous sommes allés à la francophonie. Je viens, monsieur Modi, je dis qu'on peut résoudre. Je suis pas. Nos arguments ne sont pas contradictoires. Oui. Et c'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Alors, on avait la possibilité. Non, vous avez vu que là-bas, de faire la Conlo au nord-ouest et au sud-ouest, pas pour les anglophones. J'ai dit au nord-ouest et au sud-ouest pour le pays. Parce que je ne serais pas d'accord que ça pour les. Parce que justement, l'anglophone qui est à Douala, on ne va pas dire qu'il est anglophone et qu'il faut qu'on lui applique la common law ici. Et toujours dans le cadre de la constitution d'une unité nationale, je ne vais pas dire de l'unité, d'une unité nationale, les deux, je veux dire, les tenants intellectuels des deux systèmes pouvaient inventer un système camerounais. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne s'assied à Yaoundé pour inventer ce système. Mettre le dernier. Maître n'a pas eu beaucoup de façon consensuelle. On peut. Permettez. En une seconde, le système canadien que l'on rebâche souvent, la plupart des situations canadiennes ont transcendé ces problèmes d'anglophonie et de francophonie. Oui, et très souvent, les premiers ministres canadiens sont sortis de ce petit état-là qu'on appelle le Québec. Allez-y, maître. C'est base consensuelle. Exactement. Voilà. Maître le dernier s'exprimer sur cette question. La diversité, c'est une force. Nous ne pouvons pas vouloir supprimer ce qui est bon. Surtout quand même, M. Moula l'a bien dit, le code pénal et le code de procédure pénale avaient beaucoup d'inspiration de la common law et apprécié par nos frères. Pas tout le monde, je ne veux même pas dire par nos frères francophones. Donc ça veut dire que quand quelque chose est bon, maintenons-le. Cherchons plutôt à l'encourager, à développer. Mais quand on veut supprimer, c'est là où il y a le problème. Surtout que ceux qui vont subir ont leur culture et ne voient pas pourquoi ils doivent subir ça. C'est ça que nous disons. Et pour revenir maintenant à ce que M. Zepan disait par rapport à la responsabilité. Vous savez, chez les Blancs, dans les pays développés, n'est-ce pas, on donne l'argent, on paye même les gens qui ne travaillent pas. Ça veut dire que si vous ne mangez pas, vous avez le droit de blâmer votre gouvernement. Donc, nous avons un pays avec tant de malheurs depuis près de 4 décennies. Chercher le responsable, ce n'est pas difficile. Donc, les Camerounais, je m'adresse maintenant aux Camerounais, que nous savons ce que nous devons faire. Tout ce qu'on parle, c'est tout. Les Camerounais, c'est nous qui devons faire ce travail. Donc, ce temps de malheur, nous avons le droit de tenter ou d'essayer d'autres personnes. Quand on a crevaison, n'est-ce pas, on change la roue. Exactement. On va prendre la transition et on se retrouve ici pour parler de ces écrits des anciens collaborateurs du chef de l'État. Transition. De cette émission, on parle de cette abondante littérature fournie par d'anciens barons du régime, aujourd'hui incarcérés, des ouvrages qui décrivent la gouvernance actuelle dans ses plus petites failles. Mais on va commencer par vous, Hilaire Zepan. Quel est le regard que vous portez sur la littérature produite par ces anciens collaborateurs du chef de l'État? Non, la littérature, bon, dans tous les cas, la littérature traduit parfois l'expression qu'on a. Il est toujours bon d'écrire parce que c'est pour ses mémoires, il est toujours bon d'écrire pour les machins. Bon, maintenant, le contenu de la littérature... C'est justement de ce contenu-là qu'on parle. Bon, généralement, c'est quand les gens ont quitté la table qu'ils s'en rendent compte que la table n'était pas la meilleure. C'est ça un peu le drame dans cette histoire. Et j'ose croire que ceux qui sont, pour la plupart, ceux qui écrivent là sont les camarades de M. Mott. J'ai vu que certains ont été même réhabilités à la dernière décision du secrétaire général du comité central, quand bien même ils sont dans le ONUF, beaucoup ont été réhabilités. Comme le maire de Mombo, Jean Blaise, il a été réhabilité au RDPC, comme Madame Essama qu'on a débouté. Donc il a fallu donc faire le grand rassemblement pour la grande campagne. Bon, je crois que je ne vais pas trop m'attarder à cela, mais seulement on s'attendait à beaucoup de révélations pour certains, soit par des fonctions occupées, soit par des rôles joués plus ou moins dans l'activité politique ou l'activité administrative de notre pays. Ça nous permettra de comprendre parce que l'histoire nous enseigne et ça nous permet de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi à un moment T. Mais je ne voudrais pas dire ici, apprécier beaucoup plus ce qu'a dit Maître. Pour dire que quoi? Pour dire que lorsqu'on fait le constat après, quand on était aux affaires, pourtant on avait la capacité de changer l'histoire en étant aux affaires, c'est toujours regrettable de l'apprécier.
Il y a un proverbe dans mon village qui dit que lorsque la madame a l'accès au feu, très peu de gens vont y chercher. Mais une fois qu'on a porté la main par terre. Donc, on peut faire beaucoup d'interprétations. Est-ce qu'il était de bonne foi au moment où il écrivait? Est-ce qu'il n'était pas de bonne foi? Mais celle, par contre, de Tito Izoa, je m'attendais à certaines bonnes pages sur le rôle qu'il aurait joué en 92, lors des élections présidentielles. Je m'attendais à ça. Parce que c'est l'actualité, c'est ça qui intéresse les Camerounais pour le moment. Je m'attendais à ça. Marafa a laissé quelques petites phrases qui ont permis de comprendre l'énigme de ce que c'est que le président Biya. Mais il n'est pas allé trop loin. Mais personne n'a justifié sa fortune dans cette histoire. Personne n'explique comment ils ont pu cumuler autant d'argent. Et les gens refusent d'aller là-dedans. Et ça, c'est ce qui est parfois très étonnant. Parfois, c'est ce qu'on les reproche le plus, pour la plupart, pour ce retour au Niouf. Comment avez-vous pu avoir autant de fortune en étant seulement un simple fonctionnaire? Et ça, c'est parfois embêtant. Mais cela montre à suffisance que lorsque on ne fait pas quelque chose au moment où on est en activité, on finit toujours par le regretter. Et c'est le cas actuel pour ce qui est de notre pays. Je chute par là. Si on avait mis la Constitution de 1996, déjà, c'est qu'on aurait vu les limites aujourd'hui et on serait en train d'avancer. Mais le drame aujourd'hui, c'est qu'on va améliorer quelque chose qu'on n'a même pas mis en pratique. Non, merci. On va améliorer quelque chose qu'on n'a même pas mis en pratique. Et là, ceux qui l'assument, bien entendu, c'est le Bachet. Et Monsieur Monta a dit quelque chose de tout à l'heure, dans lequel je rebondis, oui, parce que je n'aurais pas le temps tout à l'heure de rebondir. On est sorti de l'émission. Il a dit quelque chose tout à l'heure. On a autant d'intellectuels au mètre carré, par habitation, par maison au Cameroun, pour qu'on ne puisse pas fédérer deux systèmes. On est sorti de ce sujet, messieurs. Monsieur Mott, je vous sais très intelligent. Samuel Mott, quel est le regard que vous également vous portez sur la littérature produite par vos anciens camarades? C'est lorsqu'on quitte la table qu'on se rend compte qu'elle était première chose, dans la plupart d'entre eux, vous savez très bien qu'ils sont encore dans un processus où ils ont des comptes à rendre à l'administration judiciaire, à l'autorité judiciaire. Et donc, ils utilisent ce que Dupont de Morotier appelle la défense des ruptures. La défense des ruptures qui consiste à dire, à faire le procès de l'institution au lieu de répondre aux questions que l'institution vous pose. C'est une défense, une tactique qui a souvent été expérimentée par Maître Vergès. Le point, c'est que la défense de rupture ne vous permet pas de gagner un procès. Hein? Et généralement, on l'adopte quand on sait que les dés sont jetés, on n'aura rien, de toute façon, on sera condamné. Et dans le cas d'espèce, effectivement, il a souligné, très souvent, c'est les gens qui en ont à partir avec la justice aujourd'hui parce qu'on leur reproche un certain nombre de choses. Quand vous savez que les choses qu'on vous repose sont des choses vérifiées, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le procès de l'autre, au lieu de faire en sorte que votre propre procès, puisque c'est pour cela que vous avez été arrêté, vous êtes. La deuxième chose également, il a souligné le cas de Titus Odoa. Bon, lui, il a été élargi. Je pense qu'il a encore une forme d'agriculture, parce qu'en réalité, quand on est un homme d'État, ça veut dire qu'on a une capacité d'enfouissement des secrets d'État que l'on ne peut pas ressortir tout simplement parce qu'on a été à un moment donné. Et non, rien ne peut justifier que ces gens-là aujourd'hui puissent prendre des plumes pour pouvoir écrire sur autre chose, mais pas, même sur le plan éthique. Hein? Ils ne peuvent pas faire des correspondances sur des dossiers qu'ils ont eu à gérer et de mettre. Sauf que, effectivement, quand il dit on aurait pu avoir des bonnes feuilles sur sa gestion de 1992, là, effectivement, ce n'est pas abordé. Je crois qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont raté leur destin politique. Et donc, ils essaient de se rattraper en faisant des livres. Ce n'est pas dans ce domaine-là qu'on les attendait le plus. Que gagne-t-il à tout dévoiler des Nikrebo? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de rompre le silence seulement maintenant? Qu'est-ce qu'ils gagnent à tout dévoiler, à tout balancer? La plupart des prisonniers de l'Épervier, c'est des prisonniers de conscience. Ce sont des prisonniers de conscience. Ils ont une coalition, de révisionnistes. Leur seule activité consiste à dire que nous n'avons jamais rien fait. Il y en a qui, de leur prison, parce qu'ils connaissent beaucoup le système, parce qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque en dehors du système, ils ont une littérature qui dit, il y en a qui ont une littérature pour être de l'entourage du chef. En réalité, ils veulent dire au chef que c'est à cause de tel que je suis ici en prison. C'est l'attitude des Camerounais vis-à-vis de ces gens qui... Il y en a qui courent, il y en a qui a écrit des livres sur la sorcellerie, qui raconte des tas de choses, comment quelqu'un peut être à plusieurs endroits en même temps. Il enseigne le mysticisme aux enfants d'autrui. Méditation de prison. Médite avec qui? Moi, on n'était pas en prison ensemble pour qu'on nous serve la méditation de prison.
il faut faire très attention à ce voyeurisme-là, parce que ils savent que les Camerounais ne retiennent pas souvent les leçons de l'histoire. Moi, je passais à, je ne sais pas, c'est Sam, devant la maison d'un prisonnier, M. Mebara. À l'époque où je suis passé en taxi, il y avait beaucoup de personnes couchées partout dans la cour, au niveau de la rigole. Il y avait beaucoup de gens. J'ai demandé au taximan, il dit que non, ça c'est chez Mebara. Il dit, mais ces gens-là, non, c'est des gens qui viennent du village pour demander de l'aide. Donc, c'est des gens qui, pour la plupart du temps, quand ils partent, on a parlé des élites, quand ils rentrent au village, toutes les personnes victimes de l'exploitation, victimes de la spoliation, viennent demander la pitance. Et ils donnent. Lorsque vous êtes en prison, on dit chez nous que le cœur du bandit bat. Lorsque votre conscience commence à vous juger, vous êtes obligé de crier des choses pour vous donner bonne conscience. Et c'est l'engouement des Camerounais à aller lire cela qui étonne. Pourquoi? Parce que de temps en temps, ils laissent filtrer quelques bribes sur ce qui seraient les méfaits, du système qui les a fabriqués. Et parce que les Camerounais ont souffert un martyre depuis Aïdjo, ensuite il y avait Biya, on court, on fait feu de tout bois. Dès que quelqu'un dit que mais voici comment Biya n'avait pas appliqué, n'avait pas signé le décret que j'avais préparé, tout le monde court. Mais c'est quand même un chèque en blanc qu'on délivre à ces gens-là. À aucun moment donné, ils n'attaquent le système. À aucun moment donné. J'ai lu, moi j'ai écrit à l'époque, quand il commençait dans le journalisme, il y avait un collectif pour la libération des Titus Edouard et Thierry Michel Atangana. Il y avait Mongo Betty qui était très proche de la presse à l'époque. Tous les jours, on écrivait les textes. Nous sommes allés dans le plafond pour transcrire ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques. Nous étions au plafond. Au plafond pour transcrire. Moi, j'étais de l'équipe qui avait transcrit l'audio, qui avait filtré par les réseaux des gens, c'est-à-dire ils sont au pouvoir. Ils ne sont pas des hommes d'État. Je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'ils sont des hommes d'État. Un homme d'État n'utilise pas les réseaux d'État pour se protéger lorsqu'il est en prison. Un homme d'État, c'est que l'État, c'est l'État. Il ne va encore utiliser l'État à des fins privées. Pour dire quoi? Lorsque vous êtes aux affaires, il y a demain. Lorsque vous êtes président de la République à vie, il y a demain. Lorsque vous êtes député à vie, il y a demain. Lorsque vous êtes un faux opposant, mais il y a demain. Même lorsque vous êtes un faux journaliste aussi, il y a demain. Donc il ne faut pas, le jour où vous êtes en prison, pour des méfaits que vous avez causés au préjudice de la société, que vous commenciez à écrire des choses pour inonder cette même société-là qui, sans discernement, les trouve assez salvatrices. Même, on ne peut pas laisser des gens comme ça nous inonder de littérature. Oui, déjà, écrit, c'est bon. Je n'ai rien contre écrit. C'est l'information. Vous savez, il y a plusieurs angles, plusieurs perspectives à chaque sujet. Donc, chacun donne son opinion. C'est bon. Si vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas au gouvernement, vous êtes en prison, vous écrivez, c'est toujours bon. Parce que chez les Blancs, même, il y a ce qu'on appelle les mémoires. Après, vous êtes même appelé à souvent dire... Non, c'est pas ça les mémoires. Non, je prends cet exemple. Je suis pas en train de dire. Parce que même dans les mémoires, nous sommes informés. Puisque nous n'avons pas cette culture-là ici, donc quand quelqu'un écrit et il a été au pouvoir, il a été dans un poste, on doit certainement lire pour avoir un peu l'idée de ce qui s'est passé. Et dans tout ça, quand vous lisez un peu entre les lignes, vous comprenez certaines choses. Quand quelqu'un vous dit que le chef d'État lui a dit que quand vous regardez là, il ne voit pas 5 ministres. C'est tout dit. Donc ce n'est pas, je ne pense pas qu'on a besoin de toute une page pour ça. Donc je veux dire que toutes ces informations sont bonnes. Mais on ne doit pas prendre, je ne veux pas aussi dire qu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas volé. Non, il faut qu'on les juge. Ceux qui ont volé remboursent l'argent du pays. C'est même ce qui nous intéresse. Mais il y a une impression que j'ai dans tout ça, que ces gens-là sont les otages. Ce n'est que quand ils sont un peu en prison, c'est pour dire aussi que même ceux qui sont aux affaires maintenant, là, sont des otages. Parce que le jour où ils ne seront pas aussi en liberté, ils vont nous dire la même chose. Donc c'est là que les Camerounais doivent voir que mais pourquoi ces gens sont des otages et viennent tous les jours nous demander de les voter.
Donc les Camerounais doivent sanctionner ça. Il a dit pour quelle peut être la portée politique de ces écrits? Quelle peut être la portée? Parce que la cible, c'est certainement la population. Vous pensez que ça puisse... À quel moment? Pourquoi ils le font maintenant? Il y a aussi autant de questions qu'on peut se poser. Non, comme il a bien dit, écrit, c'est toujours une bonne chose. Mais seulement, ils doivent faire des révélations. Parce que s'ils estiment qu'ils sont des hommes publics, ils doivent nous donner les informations sur l'activité qu'ils menaient quand ils étaient des hommes publics. Monsieur Samuel Maud, expert comptable. Tu seras président de la République demain. Permettez que j'arrive. Vas-y. Mais je m'appelle Samuel Maud, je suis expert comptable. Il n'est pas un homme public. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis jamais venu fouiner dans votre cabinet. Maintenant, Samuel Maud, en tant que militant du RDPC, ça c'est une activité publique. Là, je demande, je me questionne, qui est Samuel Maud, où il va, quels sont ses actes, quels sont ses faits dans le RDPC, qu'est-ce qu'il a pu faire. Là, c'est ce qui nous intéresse. Et pour la plupart des fois, et c'est ce que disaient quelques... Et je suis d'accord avec un peu Denis Koboudi, il y a une confusion entre un homme d'État, être un haut commis d'État, être un administrateur. Il y a une confusion. Et c'est le RDPC qui a mené cette confusion-là. Le RDPC nous fait croire que lorsqu'on est un haut fonctionnaire, on est un homme politique. Faux! Faux! Et c'est ce mariage entre le RDPC et l'État qui a créé toute cette confusion. Et les gens ont l'impression que dès qu'ils ont fait une belle carrière politique, ils ont... Vous voyez un préfet, tout le rêve c'est que je suis ministre quand? Or, ministre, c'est une fonction politique, ce n'est pas une fonction administrative. Et donc, c'est cette confusion-là. Et comme c'est les amis de Samuel Maud, c'est à eux de les trancher. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait autant de révélations des rôles joués à un moment ou à un autre. Pour ce qui est, par exemple, des écrits de Marafa, il a quand même dénoté ce que c'est que le mythe de M. Biya. Il a quand même expliqué le rôle qu'il a joué lors des élections de 2002. Il a expliqué le rôle qu'il a joué lors des élections de 2004. Il a fait des révélations sur comment on a truqué des procès-verbaux des élections. Là, au moins, ça nous permet de pouvoir faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, les Camerounais, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils aspirent à un autre bien-être qui nécessairement ne plus incarné par ceux-là ou par ceux qui sont des ans passés là. Et ces gens-là, aujourd'hui, se regroupent au RDPC, qui est devenu un rassemblement tout risque. Des gens qui pensent qu'ils peuvent piller la République, nous mettre dans la merde, avec la crise anglophone, avec Boko Haram, avec l'économie qui ne marche pas, les APE. Tout ça, au moment de la campagne, M. Samuel Maud, vous devez nous rendre compte de ce que vous avez fait avant de prétendre à un autre mandat. Samuel Maud. Le temps de la campagne arrive, il arrivera, et dans ce cadre-là, effectivement, j'espère qu'on aura des échanges assez fructueux. Je pense seulement que la vie humaine même nous incite à beaucoup d'humilité. Hein? Et cette humilité voudrait effectivement qu'on ne crache pas sur les gens avec qui on a été hier, qu'on n'insulte pas également le futur, l'avenir. Pour revenir à ce cas particulier de professeur Titi Droit, il a fait un truc dans les années 90 qui m'a marqué. Il venait de débarquer du poste de recteur de chancelier de l'université Stanislas Melonnet, professeur Melonnet, c'était Stanislas ou l'autre. Et il est monté aux antennes ce jour-là pour pouvoir dire je l'ai débarqué parce que la toute faute me fait avec la toute puissance de l'État. Et un journaliste qui l'interrogeait en face lui a dit mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler comme ça d'un professeur? Et il a dit qui est professeur, qui est plus professeur que qui? Quelques années plus tard, il s'est retrouvé en prison. Ça m'a incité à beaucoup de réflexions. Il devait continuer à s'inspirer de sa propre vie pour pouvoir arrêter ce genre de trucs. La vie nous demande beaucoup d'humilité et je crois que très souvent, ces gens-là, quand ils ont été au gouvernement, il leur manque beaucoup d'humilité. Mais quand vous visitez sa vie privée, il n'est pas un exemple à suivre. Bah, suivez mon exemple. Non, j'ai écouté Maître tout à l'heure engager la responsabilité des Camerounais. Le seul discours de vérité que tout le monde devait tenir, qu'il soit du RDPC ou de l'opposition, c'est d'engager la responsabilité des Camerounais. Il y a une tendance au Cameroun à dire que c'est les généraux qui doivent décider du destin des Camerounais. Au nom de quoi est-ce que vous irez décider du destin d'une femme qui se bat chaque jour pour avoir 1 mètre carré d'espace au marché central de Douala ou au marché de Fundi? Et généralement, c'est des gens qui sont allés à l'école un peu plus que nous. Il y a des gens qui ont des masters de doctorat qui font la moto. Et il n'est pas normal qu'un homme politique qui n'a pas de CEP, par exemple, vienne penser que parce qu'il est homme politique, c'est lui qui doit dicter la conduite à ce citoyen camerounais-là. Donc, que nous soyons de l'opposition ou du pouvoir, si on est engagé dans un processus démocratique, il faut qu'on laisse place à la démocratie.
On ne peut pas penser que sur 6 millions, presque 7 millions d'électeurs au Cameroun, il faut quelqu'un, un homme de science, pour venir dire à chaque électeur ce qu'il doit faire, quelle est sa responsabilité le jour de l'élection. Il n'y a que les gens qui sont majeurs qui sont électeurs au Cameroun. C'est pour ça qu'on n'a pas permis à un enfant de 15 ans d'être électeur. Vous avez 20 ans, ça veut dire que vous savez exactement quel est l'idéal social, quel est l'idéal politique, quel est l'idéal culturel que vous pouvez défendre. À ce moment-là, même s'il y a 100 000 candidats à une élection, ceux qui sont majeurs et lucides savent pour qui ils peuvent voter. Donc, il ne faut pas que ceux qui sont... Moi, je connais des parents qui sont descendus dans la rue pour qu'il y ait multipartisme. Multipartisme dit que les idées doivent éclore. Et ceux qui aiment les idées doivent choisir l'une de ces idées qui s'exprime. Il ne faut pas infantiliser un électeur en lui disant « Voici la stratégie que j'ai conçue dans mon laboratoire. Il faut suivre. » Parce que vous n'êtes pas sûr que vous êtes plus intelligent, vous êtes plus compétent en matière de stratégie que le Camerounais que vous allez solliciter. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot peut-être. Bon, le dernier mot, c'est juste supporter ce que dit Kwemo, que les Camerounais, nous avons la responsabilité et que c'est nous qui devons décider. Je préfère que nous passions le temps à éduquer les Camerounais à savoir leurs responsabilités que de leur parler de la coalition tout le temps, de l'impression que s'il n'y a pas de coalition, ils ne peuvent pas aller aux élections. Merci Hilaire Zipan d'avoir accepté notre invitation. Oui, pour dire que d'ici la fin de la semaine, Manostan au centre qui sont des turiféraires, des idées novatrices, cette idée, elle avancera et nous aurons le candidat consensuel. Soyez-en rassurés. Il n'y aura que 2 camps. Le camp du Pôle Bia et le camp du candidat consensuel. Merci Samuel Maud d'avoir accepté. Ce serait bien également qu'on ait des candidats qui ont un certain sérieux en face. Nous attendons dans le cadre, un cadre tout à fait républicain de pouvoir débattre des idées et laisser librement les Camerounais choisir sur les thèmes de campagne qu'ils auront élaborés. C'est un bon engagement. Merci Denis Kobo d'avoir accepté notre invitation. Joue. Et il y a un glissement vers le tribalisme. Les gens sont en train de créer des tranchées pour que les Camerounais s'affrontent. Merci Denis Kobo. Il n'y aura pas de Merci Denis Kobo d'avoir créé des tranchées. Les deux jeunes vont prendre l'initiative. Merci messieurs. Alors justement, parlant de Cabral Libi, je viens de recevoir un message, une folle rumeur qui circule en ce moment issue d'un malheureux montage de vidéo fait état de ce que Cabral Libi aurait rallié le RDPC, prière de le démentir brutalement. C'est un message... Non, je le rassure parce qu'avant que ça n'arrive, dans ce studio, je l'ai vu personnellement. C'est une fausse truc, justement parce que cette initiative du candidat consensuel à Précor et Serge Espoir Matomba et Cabral Libi sont en première ligne sur... On attend la déclaration en fin de semaine. Jean-Jacques Kindi, soyez rassurés, vous aurez le message. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bon dimanche à tous.